une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Le podcast est présenté par Foodero, qui est une application québécoise qui permet d'économiser sur votre épicerie tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Comment ça fonctionne? C'est que tu donnes le nom de l'application Foodero, tu crées ton compte et tu obtiens 5 $ de rabais sur ta première commande. Ensuite, tu actives ta localisation, ça te dit les marchés qui participent près de chez vous. Tu magasines avec les aliments en fait qui sont affichés. Tu indiques le lieu et l'heure de ta prise, de ta collecte en fait, et tu vas chercher ton épicerie comme ça, en sauvant de l'argent et en réduisant le gaspillage alimentaire. C'est disponible dans les IGA, Métro, Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonichois. Toutes les infos dans la description du podcast. Cette semaine, on parle d'un sujet d'actualité. On parle de la loi 2. L'infâme loi 2. Les gaspillages alimentaires. C'est un fléau. Mais la loi 2, c'en est un autre. La loi 2, ça en est un autre aussi. Les deux, on a des médecins dans notre entourage. C'est un monde qu'on connaît un petit peu par intermédiaire. On les voit faire. On les voit faire, on les voit travailler, puis on se rend bien compte que cette loi-là fait peu de sens. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de s'entretenir avec des médecins aujourd'hui. La docteure Pascale Brault, qui est omnipraticienne, et la docteure Sophie Motard, qui est chirurgienne orthopédique, oncologue. Donc, évidemment, sont contre cette loi-là puis tout ce qu'elle contient, comme à peu près 100% des médecins. Ouais. Donc, ils nous expliquent pourquoi, on comprend mieux, en fait, c'est quoi cette loi-là, puis pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est complètement détaché du terrain, déconnecté de la réalité. Elle nous parle quand même de leur réalité au quotidien. Beaucoup de pré-loi 2, là, tu sais, Ouais. juste nous expliquer c'est quoi leur quotidien. Puis honnêtement, si après votre discours, c'est encore que les médecins en font pas assez ou sont paresseux, peut-être que vous devriez vous y intéresser un petit peu davantage. Oui, 100%. Donc, beaucoup d'exemples de la distorsion, en fait, qui est entre le terrain puis entre les personnes au gouvernement qui prennent des décisions dans des bureaux puis qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur ce dit terrain. Donc, c'est un plaisir de recevoir. On les remercie et bonne écoute. Bon podcast. Yes, sir. L'épisode est présenté par NordVPN, nos amis de NordVPN, qui est un service qui sécurise ta connexion Internet et chiffre toutes tes données de navigation, en plus de protéger ta confidentialité en ligne. Avec NordVPN, tu changes de location. En fait, c'est un peu comme si tu changeais d'endroit dans le monde. Comme si tu te téléportais. Comme si tu te téléportais, la fameuse téléportation. Ouais. Moi, j'ai une bonne anecdote avec NordVPN. L'année passée, pour le Super Bowl, j'étais en Espagne. Puis je pouvais pas écouter le Super Bowl en Espagne parce que mon site Internet qui me permettait d'écouter le Super Bowl, duquel j'avais payé d'ailleurs, évidemment, je me suis abonné, mais j'y avais pas accès. Fait que j'ai utilisé NordVPN pour remettre ma localisation comme si j'étais au Canada, à Montréal, pour être plus précis. Et j'ai pu écouter le Super Bowl en plein milieu de la nuit en Espagne. Ma blonde a capoté. Boom! Et plein d'autres avantages de NordVPN. Il y a la protection anti-menace pro qui bloque les menaces en ligne comme le phishing, les fausses boutiques en ligne et les malwares. Et en plus de la surveillance du dark web, que si vos identifiants ou vos informations leak sur le dark web, vous êtes alertés. Donc, profitez maintenant de 4 mois offerts avec ton abonnement. 4 mois offerts, c'est de la bombe. 4 mois gratuits en activant ton offre sur nordvpn.com/sans filtre. Et il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Alors, toutes les infos sont dans la description. NordVPN, let's go. Honnêtement, juste pour finir, juste pour rapper la pub, là. Honnêtement, 4 mois gratuits, remboursement de 30 jours, vous n'avez rien à perdre. NordVPN. let's go. Good, on commence comme ça. Merci beaucoup d'être là. C'est super apprécié. Merci d'avoir accepté l'invitation sous quand même courte notification, là. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. J'imagine que vous êtes sollicité ces jours-ci. Plutôt, mais pas pour les bonnes raisons. Non, on a une c'est loi ça. qui nous pend au nez parce que ça a l'air qu'on n'est pas assez accessible. Fait que dans le fond,
C'est un petit privilège qu'on vous donne avant le 1er janvier. Ben oui, c'est Dans ça. le fond, on manque du travail, fait qu'on est fainéant. exactement. Venir vous voir. Ça, Exactement. paraît Vous n'êtes pas en train de nulle part. travailler en ce moment? Pourquoi vous êtes Non, ici? non, Travaille jamais. On C'est ça. était tous en Travaille clinique jamais. jusqu'à il y a 1 heure. Ben oui, avant c'est ça. En d'arriver plus, ici. c'était comme là, Exact. moi, ma garde finit à 8 ce matin. Puis là, J'ai de moi, la ma clinique. chirurgie après, là, je suis sortie Ouais. avec mes rythmes. Elle est en clinique d'ortho, Exact. trauma, fait que voilà. Ben, c'est très apprécié. Je voulais qu'on commence la conversation peut-être avant de tomber directement dans la loi comme telle. Là. Juste un petit peu sur vos pratiques respectives, puis de quoi ça a l'air le quotidien au micro dans la journée, mais aussi au macro dans un mois, par exemple. Là, tu sais. Pascal, avant moi. Ben, moi, je suis médecin de famille. Ça fait presque 10 ans que je suis en pratique. J'ai une pratique ultra diversifiée. La seule chose que je fais plus, c'est d'accoucher des patientes enceintes. Autrement, dans le fond, c'est ça. Moi, je suis un médecin de famille. J'ai 750 patients en prise en charge. J'enseigne à des résidents. Je fais de l'hôpital, beaucoup. Je suis médecin hospitaliste. Je fais de l'aide médicale à mourir à domicile et en centre hospitalier. Je fais des soins intensifs à domicile. Je fais des soins à domicile également. Puis c'est un peu ça. Fait que je fais aussi des cours de différentes techniques. Là, j'enseigne aux résidents à faire de la mini-chirurgie, puis différentes techniques là, qui sont faites en médecine familiale. Fait que je suis un médecin qui travaille beaucoup, mais dans tous les volets de la première ligne. Mais t'es sûr que tu travailles assez, Pascal? Ben, Puis une journée, mettons, Quand tu me là. dis là, ça me sonne pas assez. Une journée, ça représente, tu sais, combien de patients pris en charge? Ça représente quoi comme type d'horaire, un horaire type, en fait? ben, là, comme, tu sais. regarde, je vais te donner le descriptif là, des 2 dernières semaines que j'ai eues. Les 2 dernières semaines, j'étais de garde à l'hôpital, donc j'ai fait 2 fois 7 jours, 24 heures. Fait que ça fait 14 fois 24 heures que je fais. J'ai fini ça ce matin à 8 heures. 14 fois 24 heures Ouais. sur 2 semaines. Exact. Fait que dans le Fait fond... que t'es que deux c'est semaines deux de Deux garde. semaines, 24 heures sur 24 dans le Exact. fond. Fait que dans Ouais. le fond, ça, quand on est de garde, on a nos patients à l'hôpital. J'en ai une vingtaine de patients sur ma liste ou à voir à l'urgence et tout ça pour les admettre. C'est des patients qui doivent faire dodo à l'hôpital parce qu'ils ont besoin de traitement ou de prise en charge hospitalière. Fait que je les vois. Ultimement, je fais pas dodo à l'hôpital. Moi, quand j'ai terminé de voir ces patients-là puis que tout est géré, je peux partir chez moi, mais je reste sur appel. Donc, s'il y a une question de l'infirmière durant la nuit, l'infirmière me réveille. Mais durant ces 2 semaines-là, pour donner l'exemple, j'étais aussi de garde téléphonique pour les soins intensifs à domicile. Donc, si les infirmières avaient des questions, en fait, il y a une fin de semaine, c'est moi qui étais le clinicien de garde. Fait que si les infirmières à domicile qui ont des patients ont des questions, c'est moi qu'elles appelaient. Des fois, ça nous permet d'éviter des transferts à l'hôpital parce qu'on peut aller optimiser des traitements directement à partir du domicile du patient. Ensuite de ça, la 2e semaine, j'avais aussi des cliniques prévues au travers de ça. Ça, j'aime pas ça faire ça parce que ça fait des grosses semaines. Mais j'avais des cliniques. Ça a pas beaucoup de bon sens, J'avais là. des cliniques prévues avec les résidents, donc d'enseignement. Fait que j'ai supervisé 2 demi-journées au travers de ça. Puis là, ben, ce matin, j'étais en mini-chirurgie avec mes étudiants. Quand je vais refaire du rendez-vous, là, à partir de demain, dans le fond, je revois de nouveaux patients. Donc, moi, je vois entre 20 et 25 patients par jour. À quoi s'ajoute ben, la paperasse au travers de ça. Je fais de la clinique médecine familiale où est-ce que je vois mes patients environ 3 jours par semaine, puis l'équivalent de 2 journées par semaine d'enseignement. Donc, ça se répartit comme ça. Souvent, j'ajoute une journée d'extra. Donc, je fais souvent du 5-6 jours semaine, plus la paperasse au travers de ça. Fait que l'année passée, j'ai travaillé plus de 300 jours selon la RAMQ. Ah ouais, hein? Ouais. Puis quand tu es de garde, est-ce que tu te fais appeler pour des questions des infirmières, mais est-ce que tu dois des fois te redéplacer jusqu'à l'hôpital? Oui. Selon l'état du patient, des fois, on peut évaluer juste au téléphone, conseil au téléphone, mais des fois, un patient qui se met à convulser de nuit, il faut que tu te déplaces. Un patient qui a une douleur thoracique, qui a de la misère à respirer, qui est en détresse respiratoire, il faut retourner. Fait que là, dans le fond, c'est 24 heures où est-ce que je reçois des appels, mais je les gère aussi. Fait que, Est-ce que tu juste par... J'imagine que tu es rendu à une place dans ta carrière où est-ce que tu calcules plus les heures, là, mais Je les ai est-ce que jamais tu as comptées. une idée des heures que tu as pu mettre dans les 14 derniers jours? Ballpark, là. Facilement 12 à 14 par jour. On-site, sur Ouais. place. Fait que 12 à 14 par jour. Puis ça, c'est bon an, mal an, mais moi, j'ai jamais compté mes 12 heures. à 14 par jour, c'est Ouais. 84 heures. Ouais, ça, 84 c'est heures dans une semaine. Ça, c'est une semaine d'hospitalisation standard. Là. Ça, Tranquille, là. Oui, c'est ça, tranquille. Très paresseux, dans le fond. Là, tu sais. Ma On plus est des grosse, fainéants, donc. Ouais, c'est ça. ma plus grosse semaine à vie, c'était pendant le COVID parce que je couvrais 2 endroits différents. J'étais de garde à l'hospitalisation, puis en plus, je couvrais ce qu'on appelait un SNT, qui est un site non traditionnel où est-ce qu'on hospitalisait des patients qui étaient en sortie COVID et tout. Puis cette semaine-là, j'ai travaillé 126 heures. Mais celle-là, je me rappelle que je l'ai comptée, puis c'est la seule fois de ma vie que je l'ai comptée, parce que j'ai pas vu mes enfants de la semaine. J'étais fatiguée, épuisée à m'en endormir au volant. Mais c'était ça. Durant la COVID, les médecins, C'est ça. c'était Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire?
on le fait, puis Ouais. personne n'a compté ses heures pendant toute la pandémie. Ouais. Puis c'est ce qui fait que c'est encore plus difficile, je pense, C'est d'avaler encore la plus pilule. une claque d'en Ouais. face. exact. ouais. Exactement. Moi, j'ai full disclosure, là, beaucoup de médecins dans mon entourage. Là. Puis j'avais cette conversation-là avec ma soeur, justement, qui était en résidence pendant la COVID. Puis elle dit, nous autres, la COVID, c'est... On s'est fait piler d'en face. On se faisait appeler les anges d'un côté, mais on s'est fait garrocher devant l'autobus. Puis une fois que c'était fini, c'était comme, bon, ben, prochaine affaire. Puis la prochaine affaire, ça arrive là. Tu sais, c'est Exact. comme une grogne qui était déjà accumulée. Exact. Mais ce que j'entends, dans le fond, c'est qu'il reste de la place pour plus de prise en charge, là, dans ce que tu me dis là. Absolument. Ben, quelque part entre 11h puis minuit, il va falloir que Ouais. le patient accepte. Non, mais on blague, mais c'est pas là qu'on va avoir le plus grand gain à faire, mais techniquement, c'est ça qui apparaît incroyable, c'est que les cibles qu'on nous demande de faire, les gens voient bien leur quotidien parce qu'il y a mon exemple, Ouais. mais des médecins comme moi, il y en a des milliers. Là. Exact. Fait que les Plus gens sont que comme, le contraire. comment tu veux que je fasse ça? Tu sais? Puis après ça, Ouais, c'est ça, on Sophie va y est un revenir. autre exemple extraordinaire de médecin qui est Donc, dédié. même dévoué. question, en fait. Fait que moi, je suis orthopédiste oncologue. Donc, je suis orthopédiste à la base. Donc, j'ai fait ma résidence en chirurgie orthopédique, mais on fait 2 ans de surspécialisation en oncologie. Fait que moi, je suis allée chercher une expertise en Angleterre, puis je suis revenue. Puis ça a toujours été mon but de revenir au Québec. Ma famille. Combien d'années était ici. de résidence? En fait, c'est 5 plus 2. Fait que 5 c'est plus 7, 2 fait loin. Mais total. 12 moi, ans j'ai fait universitaires, là. en fait, 14, parce que moi, j'ai fait mon bac en sciences biomédicales. OK. Parce que je savais pas trop si je voulais aller, en fait, en biologie humaine ou en biologie animale. Puis que j'avais pensé à être océanographe. Fait que je suis loin de mon profil. Ah, on J'ai est eu en cette mer phase-là. trouble, Ouais. Exact. Ouais, c'est En ça, mer exact. trouble, dans les autres troubles. Un Fait que bateau dans le qui fond, coule, j'ai c'est un fait à bateau peu qui près- coule. Exact. J'ai fait 14 heures d'université. Puis j'ai gradué à 32 ans. OK? Fait que ça fait partie aussi. Fait que tu reviens au Québec. Fait qu'une journée... En fait, nous, on n'a pas d'horaire typique parce que en orthopédie, on couvre la salle d'opération, on couvre les urgences, on couvre les étages de patients hospitalisés qui ont été opérés pour des fractures ou autres. On couvre aussi les patients qui rentrent à l'urgence avec des fractures, puis on couvre les cliniques externes, donc des gens qui consultent sur pied. Fait que ça fait en sorte que dans une semaine, ben moi, je jongle entre la trauma, puis moi, je travaille et à Maisonneuve-Rosemont et à Santa Cabrini. Ils nous envoient opérer C'est où, aussi. Santa Cabrini? C'est juste à côté, en OK. fait, sur C'est mon Saint-Zotique. Fait hôpital. que OK. qui fait partie du CIUS, en fait, de Ouais. l'Est. On est les mêmes orthopédistes qui font et Maisonneuve Couvre les et deux. Santa Cabrini. Puis en plus, pour essayer d'arriver à opérer les patients de fractures en un temps adéquat, ils nous envoient aussi opérer à la clinique chirurgicale de Laval, avec lequel ils ont fait des ententes. Donc, c'est un centre affilié. Fait qu'on opère dans 3 hôpitaux. Puis moi, en plus, je fais de l'oncologie à Sainte-Justine parce que les tumeurs osseuses et musculaires que je traite, c'est ma spécialité. Ça arrive et chez les enfants et chez les adultes. Fait qu'une semaine classique où je suis pas de garde, moi aussi, je vais faire à peu près entre 10 et 14 heures par jour. Fait que je fais un horaire, grosso modo, entre 50 et 80 heures semaine. Ça, c'est sans les gardes. Quand on est de garde en orthopédie, bien, évidemment, les gardes en ortho-onco, c'est-à-dire en tumeur, moi, ça fait 18 ans que mon cellulaire est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année pour mes collègues orthopédistes. Depuis le début. Fin de semaine, voyage, le peu que je prenais de vacances, j'ai mon cellulaire parce que j'ai toujours cru au système public. OK? Donc, il y a toute l'aide, en fait. Je règle à peu près entre 2 et 10 orthopédistes ou médecins autres qui m'appellent de d'autres centres hospitaliers au Québec. Puis j'ai toujours répondu à ces appels-là. J'ai jamais rien chargé de ces consultations téléphoniques-là parce que je croyais que, justement, j'ai Les ramené une consultes de expertise collègues qui ont besoin de qui ton ont besoin expertise. d'aide. qui Écoute, j'ai t'appellent. une masse, telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai toujours répondu parce que ce que je veux, c'est améliorer l'accessibilité des soins. Fait que ça, c'est mon cheval de bataille depuis 18 ans. Fait que pour les cas d'onco, je suis tout le temps de garde. Quand on est de garde officielle pour la traumatologie, ça, c'est un autre chapitre de plus. Fait que j'ai été formée comme orthopédiste. Fait que s'il y a une fracture d'ange, fracture ouverte, etc. Il y a 2 semaines, tu vois, j'étais de garde. Moi, je les ai calculés, j'ai été 105 heures à l'hôpital. OK? Ça veut dire que quand on est de garde dans le CIUS de l'Est, comme orthopédiste, on couvre l'urgence à Maisonneuve et l'urgence à Santa. On couvre les patients qui sont hospitalisés en orthopédie et à Maisonneuve et à Santa Cabrini. On couvre tous les traumas qui rentrent à l'urgence. Donc, on revise avec nos résidents les consultations et on les voit nous-mêmes à Santa Cabrini. Donc, on couvre les 2 urgences et on a nos chirurgies électives de jour. Donc, moi, j'opère de la tumeur et des traumas de jour. Mais en plus, on fait tous les cas de trauma de soir et à Santa Cabrini et à Maisonneuve.
Fait que ça veut dire qu'on reste à l'hôpital jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cas opérés ou vraiment rendu à 1h du matin ou minuit. À Santa Cabrini, il n'y a pas d'équipe de nuit, c'est une équipe de garde. Fait qu'à un moment donné, ils nous demandent, opérez pas toute la nuit parce que le lendemain, cette équipe-là est dédiée à une salle d'opération. Fait que dans ma semaine de garde, on fait minimum un bon 12 à 14 heures à l'hôpital de jour, mais souvent, on reste en plus le soir, souvent jusqu'à 9, 10, 11 heures, minuit, pour tourner les patients, pour faire les chirurgies de trauma. Fait qu'une semaine de garde, là, c'est au-dessus de 100 heures par semaine. Ouais. Puis vous avez des enfants en plus, puis vous avez une vie hors dehors de... Comment c'est possible? C'est pas possible? C'est possible, mais ça prend vraiment beaucoup de... Moi, je travaille 30 heures, puis je me Je suis demande comme qu'est-ce à que je côté, suis j'ai pas le temps de cuisiner, faut que je commande la Moi, j'ai bouffe. toujours dit que... Moi, j'ai toujours dit que c'était facile de faire fonctionner un mariage quand on se voit pas, parce qu'on peut pas. Ouais, ça, c'est vrai, tu peux pas te tanner. Exactement, c'est la clé d'un mariage réussi. Mais, tu sais, moi, quand les enfants étaient petits, des fois, la tournée, la fin de semaine, je les amenais avec moi. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai enseigné à mes enfants, je viens d'une famille où le don de soi est super important. Fait que mes enfants, ils me suivaient partout, là. Ils venaient voir les madames que j'avais opérées, puis ils faisaient des dessins, puis ils venaient à la clinique avec moi, puis j'ai traîné un peu partout. Fait que moi, dès l'enfance, ils ont su qu'ils vivaient dans un système où il y avait des enfants que je traitais, qui avaient des cancers, puis qui n'avaient pas la chance qu'ils ont. Fait que ça fait partie aussi de l'enseignement, que quand je suis pas là, c'est pas parce que je suis en train de prendre des daiquiris aux fraises avec des amis sur le bord d'une piscine, c'est parce que je suis en train d'aider des gens. Puis ça, des fois, ça aide à faire passer la pilule quand ils sont pas là, tu sais. C'est clair. Juste pour terminer sur ça, à Maisonneuve-Rosemont, on en a entendu parler beaucoup dans les derniers temps. Pour toi qui as besoin, j'imagine, de plateaux quand même spécifiques d'opérations, est-ce qu'il y a une limitation en termes de lieux? Absolument. En fait... c'est quoi, en fait, les éléments limitatifs de ton... jusqu'à demain matin. J'ai le temps pour une couple, là, les plus importants. Là. Ouais. Fait qu'en fait, Maisonneuve-Rosemont, c'est un hôpital qui a été sous-financé, point de vue installation, depuis des décennies, on va se le dire. Là. À chaque... Qui a servi d'instrument électoraliste pendant des décennies. Oui. Et l'hôpital et le CIUS de l'Est, en fait, ont une position très particulière sur l'échiquier québécois parce qu'on dessert une population qui est très vulnérable dans l'Est de Montréal. On dessert un grand nombre de populations. On dessert à peu près 700 000 de population. Ouais. Fait qu'on a la pression du débit et de fournir des services régionaux. Mais en plus, on a une expertise vraiment de pointe, comme le sarcome que je traite, comme la thérapie cellulaire, comme la carcinomatose péritonale. Donc, on reçoit des patients de partout. Fait que ça fait donc, en plus de que... desservir les 700 000 personnes qui ont déjà une charge énorme, il y a du monde de plus à cause de l'expertise. Moi, j'ai des patients qui viennent de Labrador City, j'ai des patients qui viennent de Gatineau, j'ai des patients de partout au Québec. Mais en plus, on dessert une population très vulnérable. Et on le fait avec un pourcentage nettement inférieur par rapport au pourcentage de la population qu'on... De médecins par population, je pense qu'on a quelque chose comme 27 de la population montréalaise, mais on a 19 des lits puis du financement. Quelque chose comme ça. Fait qu'il nous manque un 10 pour juste la mise à niveau et non pas en raison de la lourdeur de la clientèle qu'on dessert. Ça, c'est un des trucs les plus... C'est un des non-sens les plus clairs. Tout le monde sait ça depuis des années, mais étant donné que c'était comme un secteur qui n'est pas important sur la carte électorale, le monde, il s'en sac. Fait qu'en fait, même si tu regardes la Ville de Québec, en fait, on a le même nombre de patients dans l'Est de Montréal que la Ville de Québec au complet. Ouais, c'est ça. Québec ont comme... Québec, ils ont pas mal plus d'hôpitaux. Exact. Fait qu'ils ont des lits d'hospice comme à Maisonneuve, on a 400 quelques lits d'hospitalisation. Je veux dire, juste à Québec, ils en ont 300 avec 436 lits. Fait qu'on fonctionne avec 30 des ressources de la Ville de Québec, mais à desservir une population qui est extrêmement vulnérable. Qui est plus âgée en moyenne aussi. Et plus pauvre. Et la seule raison pourquoi ça a fonctionné, c'est les gens qui sont sur le terrain qui sont exceptionnels. Fait que la qualité du personnel, que ce soit de l'urgence, de nos préposés, de nos équipes, jusqu'à des services ultra spécialisés comme moi, des omnipraticiens qui sont sur le terrain. Fait que si ça n'avait pas été des gens sur le terrain, ça aurait crashé bien avant ça. Ouais. Mais là, récemment, quand ils voulaient encore remettre le projet hospitalier, moi, ça fait 18 ans que je travaille à Maisonneuve. Ça fait 4 annonces gouvernementales que j'ai. T'en as coupé des rubans de on va faire. Mais moi, c'était comme le jour de la marmotte. Là. C'est tout le temps avec un premier ministre différent, tu sais, la photo tout le temps. Mais c'était comme Bill Murray. Tu sais, dans le jour de la marmotte, c'est comme ah ouais, OK, je vais éteindre mon cadran, je vais sortir du cauchemar. Mais je pense que là, la dernière fois, ça a comme pas passé. Je l'ai vu que tu as une émotion là, quand ils ont inauguré le futur parking, puis tu as vu du B sur sa pépine. Exact. Mais tu sais... C'est comme on commence enfin le projet.
En faisant le Ça stationnement. prend le stationnement avant de faire le reste, c'est le plus C'est sûr. important. Écoute, j'ai des vidéos, moi, de fuites d'eau dans l'hôpital, de Les choses écureuils, de les plein fameux écureuils qu'on a de chauves-souris dans le bloc opératoire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de toutes sortes d'affaires. Fait que on tient, en fait, ce système-là à bout de bras, non seulement à cause des installations désuètes. Moi, j'ai failli aller chercher Jean-René Dufort pour me dire, écoute, on va faire une campagne publicitaire, on va vendre des poules, parce que, tu sais, on est entouré de cages à poules, puis on va s'acheter toutes des cases de construction pour pas recevoir des briques sur la tête. Ouais. À un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire avec des plateaux techniques qui sont désuets, tu sais. Fait que là, on va avoir un nouveau bloc à Santa Cabrini. C'est déjà Qui n'est une pas étape. staffé encore, par Qui est pas ailleurs. staffé. Il y a, Ça, pas, c'est il y a un autre pas- il y a enjeu, les salles, mais il n'y a pas encore la prévision de personnel. Exact. Mais tout le monde nous dit, attendez, l'affichage de poste en décembre, mais Ouais, mais ça, il on n'y a, attend. rien de prévu. Puis ils ne sont pas formés le 15 décembre. Ils sont Exact. affichés, les postes, le 15 décembre. Fait que les infirmières, c'est une expertise. Là, être infirmière au bloc opératoire, là, Ouais. c'est une expertise. Ça prend du temps pour les former. Et donc là, on va avoir un beau bloc opératoire, mais le personnel ne sera pas prêt à le rouler. Là. Exact. Ouais. Fait qu'on tient, en fait, le bottom line, c'est qu'on est dans des installations désuètes avec du personnel extraordinaire qui est là pour fournir des soins aux patients, puis qu'on fait notre gros possible avec les ressources qu'on a. Exactement. Fait que quand la loi 2 arrive, ils nous disent non seulement vous avez un système désuet avec des installations désuètes, mais en plus, vous allez devenir les seuls imputables d'un système qui est en déroute. Et vous allez être responsable de l'efficacité du système sans ressources supplémentaires. Puis, tu sais, les ressources supplémentaires dont ils annoncent, là, OK, on va s'entendre. Ça nous prendrait 500 personnes de plus juste dans le CIUS de l'Est pour pouvoir améliorer l'accessibilité. Fait que ce qu'ils annoncent comme augmentation de ressources, ça n'a rien à voir avec les besoins de la population, tu sais. Exact. On va revenir sur la loi 2 dans quelques minutes. Mais juste avant, à moins que tu avais une question sur rebondir. Non, c'était OK. pour aller sur Juste la avant d'aller sur la loi 2, donc, avec ce que vous venez de nous expliquer comme votre horaire, puis la prise en charge, puis le nombre d'heures travaillées, qu'est-ce qui explique la différence de prise en charge? Tu sais, ils ont sorti les statistiques entre le nombre de patients que les médecins au Québec voient versus ailleurs au Canada, puis c'est comme, je pense, 30% de différence. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, en première ligne, déjà, si on reprend l'exemple de l'Est de Montréal, sur la question des ressources, l'Est de Montréal, c'est une des zones où est-ce qu'il y a le moins de médecins de famille. Donc, actuellement, il y a plus de 67 000 patients qui sont sur la liste, qui sont en attente sur le guichet d'accès. Ouais. Donc, ces patients-là, puis historiquement, l'Est de Montréal a toujours été sous-considéré dans l'attribution des médecins de famille. Deuxième chose, moi, comme médecin de famille, quand j'ai moins de 15 ans de pratique, je suis tenue de réaliser ce qu'on appelle des AMP, des activités médicales particulières. Ça, c'est quoi? C'est une obligation qu'on a d'aller desservir, dans le fond, d'autres services jugés prioritaires. Ça, il faut remonter à 2002 pour voir quand est-ce que c'est arrivé. C'est François Est-ce que Legault, c'est d'ailleurs, juste, qui l'a juste fait. au Québec, c'est ça? C'est juste au Juste au Québec, Québec. que ça. OK. Donc, pour un nouveau médecin, il est impossible... Dans les 15 premières années. Dans les 15 Ouais. premières années de pratique. Pour un nouveau médecin de famille, il est impossible, ou presque, d'arriver qu'à faire uniquement de la prise en charge en cabinet. Et ça, c'est depuis 2002. François Legault, pour régler la crise des urgences suite Ouais. à un décès d'un homme, là, tragiquement, parce que l'urgence est en bris de service, bien, dans le fond, a forcé les médecins à dire, bien, pour les 15 premières années de pratique, vous allez devoir faire jusqu'à 12 heures de service dans un autre site dédié. Fait que, par exemple, moi, mon AMP, mon activité médicale particulière, mon contrat, c'est de faire l'équivalent d'un 12 heures par semaine à l'hospitalisation. En raison là, de comment ça fonctionne, l'hospitalisation, c'est environ l'équivalent d'une garde aux 4 semaines, une garde aux 5. Mais il y a des AMP à l'urgence, il y a des AMP en soins à domicile, il y a des AMP en CHSLD. Toutes les activités qui sont difficiles à pourvoir, tous les cliniciens doivent en faire. Fait qu'après, ça, c'est juste au Québec. Donc, quand on me dit, hey, en Ontario, on a 20 de médecins de plus ou l'équivalent d'un 20 bien, je suis comme, regardez, ils sont où, les médecins de famille? Il y a 20 du temps clinique, donc un 12 heures par semaine. Ça représente sur une semaine d'une quarantaine, soixantaine d'heures, dépendant des cliniciens. Ça représente ça. Fait que demain matin, si on veut qu'effectivement la priorité, ce soit l'accès, ce qui doit être dit aussi, c'est de dire, bien, on va accepter que les médecins de famille se consacrent à l'accès en Puis il va y première avoir ligne des et ne affaires soient qu'on plus va ailleurs. peut-être devoir fermer, des cliniques qui auront Ben, plus assez de on monde. peut- en tout cas, on n'a pas trouvé la solution pour être à deux places en même temps. Moi, déjà, souvent, je vais couvrir plus de 2 activités en même temps parce que j'ai toujours une pagette sur une autre ligne pour servir quelqu'un d'autre. Mais en absolu, je peux juste voir un patient à la fois. Fait que ça, les AMP, c'est une réalité purement québécoise et ça va drainer une grande partie de l'effort clinique qui est disponible et qui pourrait être disponible en cabinet. Fait que ça, on s'en sort pas. Et à Montréal, c'est impossible d'avoir autre chose que ce qu'on appelle un AMP mixte, au minimum, ou d'un AMP 100 dans un autre secteur. Fait que ça suppose qu'on fait un petit peu de prise en charge, mais qu'on va être attaché à aller faire une autre pratique, l'équivalent d'au moins une journée par semaine. Fait que cette journée-là par semaine, où est-ce que je suis en CHSLD, je fais quelque chose d'utile pour la collectivité, parce que ces patients-là, ils ont besoin de soins, mais je suis pas en cabinet à avoir une vingtaine de patients. Ouais. Fait que
ça, c'est comme la quadrature du cercle qui n'est pas résolue. Là. Fait que c'est comme si le gouvernement comparait des pommes et des oranges. Exact. Deux pratiques en médecine de première ligne qui sont pas comparables. Fait que c'est une fausse vérité. En médecine spécialisée, c'est la même chose. Il y a plein de possibilités sur le terrain, mais depuis le début, tout ce qu'on fait, c'est couper des ressources connexes pour nous aider à avoir plus de patients. Plein d'exemples concrets. Faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur avoir une physiothérapeute à la clinique externe et une technicienne de plâtre à la clinique externe qui allait nous aider à faire les plâtres pendant que nous, on continue à voir d'autres patients. On fait d'autres choses. Puis d'avoir une physiothérapeute, mettons, tu as une fracture d'épaule qu'on va pas t'opérer, bien, tout de suite enclencher le programme de réhabilitation et il aurait pu te donner un rendez-vous de suivi directement avec le physiothérapeute sans nous avoir. Premier matin de Santé Québec, c'est le premier matin de notre technicienne de plâtre, bien, à 8h30, elle a été mise à la porte. Ah Moi, ouais. j'ai essayé de référer un patient cette journée-là, puis je me suis butée à quelque chose qui fonctionnait plus. Fait que des projets de recherche qui auraient pu... Des projets, Santé en fait, Québec sont arrivés, ils ont dit on coupe là-dedans. Mais le 30 but, minutes c'est après, ça a coûté 1,5 milliard sur 10 ans à implanter Santé Québec, puis on n'a pas fini de payer. Puis 2, une de leurs jobs, c'était couper en arrivant. Fait qu'ils ont annulé tous les postes qui étaient affichés, puis ils ont coupé des postes qui venaient d'être nouvellement formés. Fait que nous, à la clinique externe, on essayait de faire du débit, on essayait d'augmenter notre volume, mais là, non seulement on se fait couper les ressources, mais en plus, tous les projets d'implantation qu'on avait pour améliorer l'accessibilité puis la vitesse ont été abolis. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite. Moi, quand je suis en train de faire un plâtre, je peux pas voir un autre patient de plus. Puis quand je suis en train de voir un sarcome puis que je fais une biopsie, ça fait 5 ans qu'on demande à Maisonneuve en orthopédie une IPS. Ça fait 5 ans qu'ils viennent en stage chez nous et la dernière fois, je me suis agenouillée devant les IPS, puis je peux vous trouver son nom, vous pouvez un peu statuer. Je leur achetais des cafés tous les matins pour qu'ils viennent travailler avec nous, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait leur dédier dans la tâche immense qu'on a, puis l'organisation du travail. Mais les IPS ont une autonomie complète sur leur choix de pratique, puis qu'est-ce qu'ils font comme pratique. Fait qu'à date, on n'en a pas d'IPS, même si ça fait 5 ans. Puis il n'y en a pas tant que ça d'IPS. Puis ils n'ont pas les postes. Là, dernièrement, c'est sorti. Ils ont été formés avec des engagements puis des promesses d'embauche dans des secteurs. Puis ça, c'est un drame pour les IPS. Là. Puis je les défends là-dessus parce qu'on leur a promis quelque chose. Puis il y en a des besoins partout au Québec. Donc, il y a des femmes qui sont... Parce que c'est essentiellement des femmes, là, les infirmières praticiennes. Il y a des femmes qui ont eu des promesses d'embauche en se disant, moi, je vais faire ma formation avancée comme infirmière praticienne spécialisée pour venir joindre tel milieu après. Il y avait des ententes avec ces endroits-là. Et finalement, le gouvernement n'a pas déployé les postes en disant, ah, mais des postes, il y en a, mais ailleurs. Mais quand tu as une personne, les IPS, là, ce sont des gens qui sont plus avancés dans leur carrière. Souvent, ils ont des familles, ils sont établis. On ne peut pas se virer de bord comme ça. Quand tu as une promesse d'embauche dans un endroit, puis que finalement, 2 ans après ta formation, quand tu te dédies corps et âme depuis 2 ans, bien là, tu te fais dire, non, c'est pas ça, les postes sont pas ouverts. Ah oui, mais tu peux aller à Blanc-Sablon. Oui, mais j'étais à Champ-Mauricie, je fais quoi? Puis c'est pas qu'on en... Tu sais, on en a besoin. Puis cette collaboration-là, elle doit être encouragée. Puis oui, on peut répartir les effectifs sur le territoire, mais en même temps, il faut respecter le monde qui sont là-dedans. Puis quand on contracte, quand on s'entend sur le fait que quand on s'entend sur quelque chose, il faut que ce soit ça en sortant. Il faut pas que ça change 2 ans après. Puis là, c'est tout le temps ça qui arrive, c'est qu'on change constamment de plan pour tous les intervenants dans le système. Tu sais qu'on l'entend dire, il faut travailler autrement. C'est quoi travailler autrement? Tu sais, moi, je vais continuer à utiliser les mêmes instruments pour opérer les patients, puis ça me prend les mêmes plateaux techniques. On va pas réinventer la roue, tu sais. Fait que travailler autrement, si c'est dédié notre travail à d'autres personnes, embauchons-là ces personnes-là. Puis en plus, il dit oui, on va augmenter le nombre d'effectifs, mais à date, ça fait des années qu'on attend des ressources supplémentaires sur le terrain. Mais le gouvernement a toujours une vision à court terme de couper les fonds maintenant, au lieu de dire, bien, débloquons des fonds pour engager ces ressources connexes-là pour aider vraiment à long terme à sauver de l'argent. Tu sais, je donne l'exemple classique là, de l'accessibilité des physiothérapeutes à l'étage à Santa Cabrini. Fait qu'à Santa Cabrini, je donne ça à Pascal tout le temps comme exemple. On a à peu près 46 patients hospitalisés, puis on dessert une clientèle d'Italiens de première génération extrêmement âgés. On est probablement l'hôpital qui traite le plus de fractures de hanche dans l'Est du Canada. OK? Fait que on a énormément de personnes âgées en haut de 85 ans. Fait que on a 46 patients en haut de 85 ans qui ont des fractures de hanche. Il y en a à peu près 400 par année, entre 380 et 400 par année. Okay? C'est énorme. Puis à l'étage d'orthopédie, bien, on a un physiothérapeute, OK, pour 46 patients. Ça a-tu de l'allure? Absolument pas. Fait que nos patients, en fait, comment ça fonctionne? C'est quand, une fois qu'on les a opérés pour une fracture de hanche, c'est une clientèle qui est extrêmement fragilisée, bien, il faut que le physio, notre travailleur social et notre infirmière de liaison fassent une évaluation multidisciplinaire pour voir est-ce que le patient a les capacités cognitives et physiques d'aller dans un centre de réhabilitation. Il faut qu'il fasse cette évaluation-là. Et tant que cette évaluation-là n'est pas faite, la demande pour un centre de réhabilitation n'est pas faite. OK? Donc, j'ai des patients de 85 ans
Pas parce que notre physio est pas bon. Il est extraordinaire, notre physiothérapeute, puis notre équipe est extraordinaire, mais ils sont juste débordés. Donc, des fois, le patient, 85 ans, 90, 100 ans, sont alités ou levés au fauteuil, mais aucune physio pendant 5, 6, 7, 8, 10 jours post-opératoire. Que là, la demande de réhabilitation n'est pas faite. Moi, j'ai fait un calcul. Quand la loi 2 est sortie, je me suis mis à faire plein de calculs parce que ça me faisait du bien. Contrairement à ce que je dépense, on sait compter, là. Et on sait compter, hein? Fait que je me suis dit, OK, parfait, ça coûte entre 1 300 et 1 500 $ par jour d'hospitalisation de trop. OK? On a 380 fractures de hanche par année. Puis les patients restent hospitalisés. C'est beaucoup de salaire de physio, ça. On en paye plusieurs, puis on peut même les payer 2 fois le prix s'il faut. Sais-tu, Pascal Hugo, combien d'argent on sauverait avec des physios de plus si on était capable de congédier ou de transférer nos patients au centre de réhabilitation 5 à 6 jours plus tôt, on sauverait 5 millions. Ouais. Juste avec le salaire de 2 physiothérapeutes de plus. Fait que le gouvernement dit non, ça va être un physio pour ratio, on ne vous a pas besoin de plus que ça. Fine, mais si on a plus que ça, on sauverait en bout de ligne. Puis c'est cette espèce de communication-là entre la base, les gens du terrain avec des solutions Les gens concrètes. qui le savent. Qui, avec l'augmentation des administrations, des administrateurs, des post-cadres, des gestionnaires, on n'a pas besoin de plus de gestionnaires. On a besoin de monde sur le terrain, des bras qui vont nous aider avec des solutions qui sont uniques pour notre département, pour le département à Pascal. On a des solutions chacun dans nos milieux respectifs et on n'a aucune écoute gouvernementale. C'est ça. Dans l'hôpital, justement, on a des belles pancartes un peu partout qui disent de manière un peu odieuse « Ah, la marche, c'est la santé ». Mais l'affaire, là, c'est que, mettons, moi, je rentre un patient à l'urgence, patient que je dois hospitaliser. Généralement, il va avoir besoin de mes soins puis de mon expertise comme médecin pendant 48-72 heures. Il arrive pour une pneumonie, il a besoin d'oxygène. Il arrive pour une crise de cœur. Bon, peu importe, on traite ça, ça va. Mais un patient âgé qu'on laisse sur une civière pendant 24 heures sans être mobilisé, ce qui est le cas typique à l'urgence, ça fait en sorte qu'il va nécessiter à peu près une semaine de réadaptation. Moi, quand je le prends à l'urgence, s'il ne monte pas rapidement à l'étage, j'ai jamais d'aide. Une fois qu'il est à mon nom, le patient, il n'y a pas de mes staff sur les étages qui vont descendre pour venir le prendre en charge. Eux, ils travaillent juste sur les étages. Fait que moi, le temps que le patient est à l'urgence, je réussis à le stabiliser. Le patient finit par monter aux étages. Et là, ça va prendre une semaine environ avant que la travailleuse sociale arrive dans le dossier, avant que le physio soit là. Fait que pendant cette période-là, le patient est mobilisé de manière minimale, puis là, on revient exactement dans la même problématique que Sophie a donnée. Fait que moi, qu'on me mette des objectifs, puis qu'on me dise, nous, ce qu'on veut, là, c'est que les hospitalistes voient les patients en dedans de 4 heures une fois que la demande de consultation, elle est là. Dans les 2 dernières semaines, moi, j'ai eu plein de patients qui sont restés 3 jours à l'urgence à mon nom. Pas parce que je les avais pas vus en dedans de 4 heures, mais parce que j'avais pas de lit à mon étage pour pouvoir les prendre. Pendant ce temps-là, ces patients-là se déconditionnent. Et là, ce qui aurait nécessité 1 ou 2 journées d'hospitalisation, finalement, va prendre un 10 jours d'hospitalisation et va nécessiter une réadaptation. Puis ensuite, on est parti pour attendre la réadaptation. Tout ça, c'est extrêmement coûteux. Puis pendant ce temps-là, mon infirmière-chef sur mon étage, elle est prise par Santé Québec à devoir faire un audit de feuilles sur le nombre de feuilles qu'on utilise parce que ça a l'air que sur mon étage, on dépense trop d'argent en papier. Fait qu'une infirmière-chef, c'est celle qui a l'expertise pour mobiliser ses troupes et venir pour réduire les durées d'hospitalisation, venir mobiliser les patients, venir favoriser l'excellence des soins. Là, c'est elle là, qui est capable là, d'insuffler ça à son équipe et de mobiliser tout le monde de ce côté-là avec les docs. Ben, Colin est passée à sa job, là, c'est de compter du papier pour Santé Québec. Fait que plutôt que, tu sais, fait que là, on fait des économies de bout de chandelle à compter du papier pendant que nos patients restent des jours additionnels à 1 300 $ par jour à l'hôpital, avec le coût humain aussi. Là, on parle de chiffres, là, mais c'est des humains, c'est des plaies de lit, c'est des patients qui ne retourneront parfois pas à la maison avec le niveau d'autonomie. Et c'est des familles aussi qui vont prendre du temps libre parce qu'il y a des ressources déficientes à l'hôpital. Ils disent, je peux pas laisser mon père dans mon lit, dans son lit à 95 ans dans mon lit. Le relais en communauté, après, est encore plus dur. Nous, on fait des projets d'innovation juste pour transférer l'information au médecin de famille. On a un projet extraordinaire qui s'appelle le projet partenaire, mais combien c'est absurde, par contre, de devoir faire ça, de juste transférer l'information d'un séjour hospitalier directement au médecin de famille pour s'assurer que le médecin de famille puisse, avec son équipe, lui, assurer une suite de soins parce que suivant un séjour à l'hôpital, c'est là, dans le 30 jours qui suit, que tu es le plus à risque de devoir y retourner. Bien, Colin, on a un projet d'innovation à juste s'assurer que l'information suit correctement, puis ça devrait être la base avec des outils qui ont du bon sens, mais c'est pas fait. Puis là, nous, on passe pour des innovateurs à juste mettre ça en place. Je salue le projet, mais c'est absurde qu'on doive innover avec juste des soins de base. Là. Puis dans le dossier Santé Québec, quand un patient a un congé, le médecin de famille devrait savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'hospitalisation, mais souvent, il n'est même pas capable d'avoir accès à ces idées-là. Fait que le patient qui a un syndrome de chute à la maison, qui commence à avoir une perte d'acuité visuelle, qui se fracture une première hanche, qui finalement retourne à la maison, son médecin de famille ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est même pas qu'il est arrivé à l'hôpital. Donc, il peut pas agir en prévention pour être sûr qu'il n'y a pas un deuxième épisode de chute qui arrive. Exact. Fait que c'est des choses comme ça que nous, la base, les infirmières, les préposés, les physios, on voit sur le terrain.
et qui rend la loi 2 encore plus stupide. Et là, on réalise le fossé entre les gens sur le terrain et les instances décisionnelles. C'est comme si le gouvernement avait jamais été conseillé par des gens de terrain pour prendre ces décisions-là et établir des cibles qui sont complètement inaccessibles. Et désincarner des besoins. Et qui vont mettre sur le terrain une atmosphère épouvantable. Puis ça, on en reparlera, là, mais il y a des inepties qui vont se passer sur le terrain parce que les cibles sont inaccessibles. Puis ce que j'expliquais tantôt, moi, tous mes cancers, il faut que je les opère en dedans de 56 jours. Puis il faut que, en groupe, tous les patients qui rentrent se faire opérer pour une chirurgie élective en orthopédie doivent être opérés en dedans d'un an. Mais nous, je parle de nous, moi et Pascal, pendant la COVID, on est un des hôpitaux qui a été le plus frappé par la COVID parce que comment ça fonctionnait, puis les gens ne savent pas, mais le Jewish était le niveau 1 de COVID, puis à partir de 60 ou 50 des lits remplis à l'hôpital juif, les niveaux 2, c'était Sacré-Cœur et nous. Fait que Maisonneuve-Rosemont et Sacré-Cœur, c'est des gens extraordinaires, mais c'est des installations qui sont absolument désuètes. Fait que à partir de la 5e journée de la COVID, on a commencé à recevoir des transferts de partout. Puis, après 10 jours de COVID, on avait plus de patients qui attrapaient la COVID à l'hôpital que de gens qui rentraient avec la COVID. OK? Et là, il y a des gens qui sont partis après, des infirmiers, des infirmières qui sont partis pour les hôpitaux en périphérie. Fait que Joliette, Cité de la Santé, on a perdu énormément de personnel. Fait que puis mes collègues qui font des prothèses de hanche, prothèses de genoux, n'ont pas opéré pendant 14 mois. Tu sais, parce que pendant la COVID, on a arrêté de faire toutes les chirurgies électives. Ce n'était que mes cas de cancer et que les cas de fracture et les chirurgies urgentes. Fait que nos salles d'opération puis nos listes d'attente qui étaient de 6 mois, c'était incroyable comment ça marchait. Bien là, on est rendu à 1, 2, 3, 4 ans. Et là, le ministre nous dit, 3 ans plus tard, non seulement vous allez opérer en dedans de 1 an tous les patients, fait qu'on a déjà des listes d'attente épouvantables, mais en plus, vos objectifs, vous avez des objectifs de groupe. Fait que toi, Sophie Motard, même si tu fais des cancers, puis toi qui fais de la médecine sportive, Dr Léger, ben vous êtes responsable en groupe des listes d'attente d'arthroplastie qui ont explosé. Et si vous ne réussissez pas à faire ça avec aucune ressource supplémentaire, ben votre salaire va diminuer et vous allez être les seuls imputables de cette chaîne de montage-là dont vous n'êtes pas responsable. Je dis, c'est complètement loufoque, tu sais. Pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi du tout l'actualité, mettons, dans les 2 dernières semaines, là, puis là, qui arrive, écoute sa podcast. Qui était dans un igloo. Qui était dans un igloo. Moi, en fait, j'étais en voyage. J'étais littéralement dans un igloo. J'étais en vacances. Béni sois-tu. Fait que là, j'ai rattrapé mon retard quand je suis arrivé, mais n'empêche que j'ai pas suivi toute la saga de la loi 2. T'sais. Puis pour, mettons, quelqu'un qui nous écoute, qui aurait aussi pas suivi, c'est quoi la loi 2? Ça répond à quel besoin? Puis pourquoi ça marche pas? Bon. Boy. Pars avec la médecine, tu sais, de ton point de vue, puis moi, je vais aller dans la spécialité après. La loi 2, ça repose sur un objectif sur lequel tout le monde s'entend, ultimement. Puis c'est ça qui fait que c'est encore plus absurde, c'est que l'objectif de base, on est d'accord. Ouais. 1, il faut que les patients aient un meilleur accès et aient accès quand ils ont des besoins médicaux. Donc, l'objectif de la loi 2, c'est un peu ça. Mais l'objectif de la loi 2, il est nommé d'une façon très particulière. Il est nommé qu'il faut que l'offre, dans le fond, qu'il est impérieux que l'offre soit coordonnée ou soit conséquente avec la demande. Déjà, cette prémisse-là, de base, tout le monde comprendra que c'est pas possible. La demande, elle est sans fin. Donc, on a déjà à dire qu'il va falloir gérer une demande qui actuellement est contrôlée parce que c'est pas tout le monde qui a accès. Donc, pour le prévoir, le projet de loi 2 prévoit différentes modalités. Le gouvernement aime bien répéter que le projet de loi 2, c'était nécessaire pour revoir la rémunération des médecins puis que c'était donc important de faire ça. Les médecins, on est d'accord, les médecins de première ligne, pour revoir notre rémunération parce que la manière dont on doit desservir les patients a changé. Personne ne s'obstine là-dessus, mais le gouvernement essaie de nommer que ça, c'est un enjeu qui devait être répondu par la loi puis que c'est ça qui génère le mécontentement. Juste c'est pas le cas. Une mini parenthèse sur cette question-là. Ouais. J'ai une couple de questions d'avocat du diable dans la conversation qu'on va avoir. Là. Pourquoi est-ce que... Parce que ce que tu viens de dire là, que tous les médecins s'entendent que le mode de rémunération devrait être revu puis que c'est pas une opposition claire. Là. Ouais. Tout le monde dans mon entourage dit la même chose. Tous les médecins à qui j'ai parlé disent « Si je sais où l'argent va, ça va me faire plaisir d'y laisser une partie de mon salaire. » Pourquoi est-ce que, voilà 2 semaines, quand il y a 2 médecins qui vont à Tout le monde en parle, qui se font poser cette question-là par MC Gilles, noir sur blanc, ça, pour moi, dans la bataille de l'opinion publique, là, c'est une passe à la palette devant un but ouvert. Absolument. La réponse devrait Absolument. être oui. Oui.
J'accepterais. À condition qu'on voit où est-ce que ça s'en va et comment ça améliore les soins. Fait que pourquoi est-ce que ils n'ont pas répondu ça? Ils se sont comme mis à patiner autour de la question. Puis il a répondu un peu, ben là, il faut quand même attribuer une valeur à une Moi, neurochirurgie. je dis pas que les médecins ne devraient pas gagner beaucoup d'argent parce que pour toutes les raisons que vous avez expliquées tantôt, votre travail, les études, tous les sacrifices que ça demande, genre ça, 100%. Ouais. Mais il me semble que c'est tellement une question facile, une réponse facile à l'émission avec la plus grande écoute au Québec dans un combat d'opinion publique contre le gouvernement. MCG leur fait une passe à la palette puis ils se mettent à tourner en rond autour de cette question-là. J'ai pas compris ça. Premièrement, ça fait longtemps qu'on demande un arbitrage pour notre salaire, qui aurait pu être facile en arbitrage, complètement séparé de tout le reste qui fonctionne pas. Fait qu'on aurait pu régler les salaires en arbitrage puis parler de l'organisation des soins dans un autre comité comme ils ont fait en Ontario. Okay? Fait que ça aurait dû être dit. L'autre chose, c'est que tous les médecins au Québec s'entendent pour améliorer l'accessibilité. Et en fait, ce qui aurait dû être dit à Tout le monde en parle, c'est que ça fait des années pour que les médecins spécialistes, en fait, améliorent l'accès aux soins, qu'on met une partie de notre rémunération et de nos cotisations dans un fonds qui s'appelle l'IPAM. Ouais. Est-ce que tu en as entendu parler? Tout le monde en parle? Non, pas tout le monde en parle. Exact. Fait que l'IPAM, c'est l'Institut de la pertinence des actes médicaux. On a chacun fait nos devoirs pour voir dans nos spécialités respectives quels actes médicaux devraient plus être faits, où est-ce qu'il y avait de l'abus, etc. Et on a pris une partie de ce financement-là à même nos cotisations et notre salaire. Et on a totalisé un total de 2 milliards de dollars. Ouais. OK? Et de ces 2 milliards-là, ben, il y a des projets de réinvestissement dans l'accessibilité. Puis je recommande à tous les auditeurs d'aller, vous tapez IPAM sur Google, vous allez arriver voir sur l'IPAM. IPAM, merci avec la petite voix en arrière. Et vous allez voir tous les projets de réinvestissement qui ont été faits avec l'argent de la FMSQ pour améliorer l'accessibilité. Depuis la loi 2, il y a 450 millions de ce fonds-là qui est disparu comme ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait avec cet argent-là. Mm-hmm. Fait que probablement qu'ils vont aller éponger un déficit pour le dossier numérique ou éponger d'autres choses, Nordvols, SACLIC, name it, le fiasco financier. Mais ça fait longtemps qu'on est prêt à parler de la rémunération. Allons voir avec un arbitrage qu'est-ce qui vaut vraiment notre acte et travaillons sur l'amélioration de notre accessibilité. Mais ça, on le fait déjà. Et si on avait eu une conversation vraiment, on aurait pu dire, ben parfait, séparons les deux, allons en arbitrage pour ça, puis regardons l'organisation des soins. On donne déjà 2 milliards de notre salaire pour l'accessibilité, mais il y a des projets qui auraient pu encore plus améliorer l'accessibilité dans nos spécialités respectives. Mais ce dialogue-là n'a jamais eu lieu. Effectivement. Tu sais, moi, j'ai fait un projet de recherche qui s'appelle le Réseau Sarcome Québec. Puis ça, je pourrais en parler bien longtemps. Mon cheval de bataille depuis 18 ans, c'est améliorer l'accès des soins des patients atteints de tumeurs musculo-squelettiques. Et j'ai fait ça avec 0 argent gouvernemental. On a fait un projet de maîtrise, plein de projets de recherche. Mon premier projet de recherche, là, c'était Basic. Chaque patient qui arrivait à ma clinique avait un document à remplir pour savoir combien de temps il avait perdu dans le système, combien d'examens de radiologie il y avait eu pour ce problème-là, combien de docteurs, de médecins de première ligne, d'urgentologues, de médecins spécialistes il avait vu avant de se ramasser dans mon bureau. Puis on a fait des études, on l'a fait sur 5 ans, puis après ça, on a fait des statistiques. Puis le constat était dramatique. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas accès à un médecin de première ligne, mais quand il y avait accès à un médecin de première ligne, les médecins de première ligne n'ont pas assez de ressources pour avoir des investigations de qualité hospitalière. Fait que ça prenait un temps fou avant qu'il y ait leur première investigation radiologique. Fait qu'un gars qui arrivait avec une masse, le temps qu'il se ramasse dans mon bureau, le temps moyen au Québec, c'était 66 semaines. OK? Réalisez-vous, 66 semaines, c'est un cancer. Ouais. Le temps moyen d'attente d'une résonance magnétique en 2015 pour une masse qui grossit, c'était 32 semaines. Fait que le problème au Québec, c'est beaucoup le pré-hospitalier. Puis c'est ça que la loi 2 dit, il faut augmenter l'accessibilité. Parfait! Mais donnons-nous des moyens pour le faire. Donnons-nous des moyens pour le faire. Oui, non, exact. Ça, je suis d'accord avec ça. Dans le fond, il faut que chaque investigation de chaque patient qui a lieu se rende à la bonne place pour être sûr que les patients ne sont pas perdus dans le système. Fait qu'il y a des choses faciles à implanter, mais cette conversation-là de terrain n'a jamais eu lieu. Non, mais tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Dans les différents aspects de la loi 2, ils ont mis dans le même projet de loi passé sous bâillon beaucoup de choses. Ils ont mis la question de la rémunération. Ouais. Ils ont mis la question de l'arrêt des moyens de pression et de toutes les contraintes liberticides là, qui peuvent être imaginables. Vous, si vous tenez un discours ou des propos qui feraient en sorte de nous inciter, Sophie et moi, à peut-être aller voir en Ontario après le podcast, bien, vous pourriez être blâmés de nous avoir mis à l'amende par rapport à ça. Ouais. Ça concerne tout le monde. Là. Mm-hmm. Après ça, il y a des enjeux au niveau des obligations, des différents objectifs qui sont à suivre. Mm-hmm. Il y a aussi tout un système de
de délation qui est instaurée par la loi 2. Moi, j'aimerais bien que toute cette belle structure de délateur-là, dans le fond, plutôt que de devoir exister là, avec chacun, bien, venez donc m'aider sur le terrain à faire mon travail. Exact. Fait que la loi 2, c'est beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que ça aurait dû être. Fait qu'on veuille avoir... Ça prendrait un système de délation à la CAQ. oui, mais en fait... Il faudrait implémenter des stos à la CAQ. Si on prend juste le fiasco ça clique, là, il y en a, c'était pas de la délation, il y avait plein de mécanismes pour pister le fait que le système s'en allait dans le mur, puis ils les ont pas écoutés. Fait qu'après ça, comme quoi que, tu sais, là, ils ont mis quelque chose dans la loi 2, quand ils veulent savoir, ils s'arrangent pour savoir, puis ils mettent plein de contraintes. Ça va créer un climat ridicule là, sur les étages. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est que dans le projet de loi 2, il y a plusieurs aspects qui sont passés sous le sceau de l'urgence d'agir parce qu'il y avait des moyens de pression qui touchaient les étudiants qui sont avec nous puis avec lesquels on est sortis. Exact. Donc, ce ne sont pas des victimes. Ils sont inquiets, tout comme nous, de la qualité des soins qui va suivre la mise en place de cette loi-là. Qualité des soins qu'ils vont pouvoir donner à la population. Et de ce qu'ils vont pouvoir faire. Et sous le sceau de l'urgence, ils ont réussi à passer un pactole de mesures qui, sur le terrain, ne fait pas de sens. Fait qu'après ça, ils vont brandir d'un côté, ah oui, mais la rémunération, parce que ça, c'est ce qui accroche l'esprit des gens. Mais de l'autre côté, il y a énormément de choses qui doivent être considérées puis qui sont autrement plus concrètes pour les patients. Moi, je connais pas de patients comme tels qui remettent en cause tellement la rémunération que moi, je touche quand je les vois puis à leur offrir un bon service. Par contre, je connais beaucoup de patients qui ont plus la patience d'attendre enfin du changement puis que la nouvelle désillusion qui va venir avec la loi 2, bien ça va être le clou dans le cercueil de ce qu'on s'attend d'un système public. Puis moi, j'ai vraiment peur de ça. On n'a pas le droit d'échouer. Puis la loi 2, c'est une loi qui est orienté vers l'échec parce que les cibles sont irréalistes. Complètement irréalistes. Fait que je vous donne un exemple, tu sais... Mais est-ce que ça pourrait être... excuse-moi. Non, vas-y. Est-ce que ça pourrait être justement comme une façon déguisée de juste aller chercher 15% du salaire des médecins? Ben, c'est même pas déguisé, là, on va en se le mettant dire, des cibles irréalistes, de juste faire, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'est pas aller en arbitrage pour la rémunération. À mon sens, c'est plus sournois que ça. C'est même pas de mettre des... Ils mettent des cibles irréalistes, mais ils veulent pouvoir nous le mettre sur le dos. Parce qu'ensuite, ils vont pouvoir dire que nous n'avons pas atteint les objectifs. Les patients ne seront pas fâchés contre le gouvernement, ils vont être fâchés contre les médecins qui alors atteignent pas que les dans cibles. l'absolu, la responsabilité populationnelle, elle est sur le ministère de la Santé. Et là, c'est là où la loi 2 est très vicieuse, c'est qu'elle va changer la relation de confiance qu'on a avec les patients. Et ça, c'est épouvantable. Parce que le patient qui arrive avec un sarcome, il va dire, Docteur Matar, selon la loi, vous devez m'opérer en dedans de 56 jours. Puis si vous n'êtes pas capable, même si je ne suis pas tributaire du nombre de salles d'opération que j'ai par mois, bien, le patient, à qui il va en vouloir? Au système qui ne me donne pas assez de salles d'opération ou à moi personnellement? Fait que le lien de confiance entre nous et le patient va être complètement changé. À mon et entre échelle. nous et notre centre hospitalier aussi. Parce que si les objectifs, mettons que je suis urologue, je fais des cancers de la prostate, j'ai 8 mois de liste d'attente, comme je vous disais tantôt, bien, on va calculer c'est combien d'effectifs qu'on aurait besoin pour atteindre nos cibles. Si c'est 160 salles d'opération dans les 4 prochains mois, notre directeur général va dire, bien là, je peux pas vous donner ça. Parfait. Fait qu'on va vous poursuivre, l'hôpital. Nous, on est travailleurs autonomes, on est là pour fonctionner à même de nos capacités. Vous ne nous donnez pas assez de ressources pour atteindre les objectifs. Fait que dans toute cette roue-là, les seuls imputables, ça va être les médecins. Donc, ça va changer la relation de confiance qu'on a avec nos instances décisionnelles. Ça va changer la relation qu'on a entre collègues aussi, et avec nos collègues infirmières. Je vous donne un exemple en salle d'opération. S'il y a une infirmière qui est malade, qui a la gastro, bien là, il n'y a pas assez de personnel pour couvrir sa maladie. Fait qu'on va être obligé d'arrêter à l'heure du dîner 1h30 ou 45 minutes, 1 heure, pour que les infirmières aillent manger. Ils ont tout à fait le droit de prendre leur maladie, puis ils ont tout à fait le droit qu'on arrête. Sauf qu'à la fin de la journée, si j'ai un de mes patients qui est annulé, parce qu'à partir de 4 heures, c'est juste les urgences, qui va être imputable de cette situation-là? Même si j'ai aucun contrôle sur la gastro de l'infirmière, c'est moi, à la fin, qui va être tenu responsable de la non-efficacité du système et de ne pas atteindre les cibles. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le climat de travail avec les infirmières, avec le préposé qui prend 5 minutes de plus pour aller chercher le patient, cette pression-là va être seulement sur le docteur qui est au milieu de la chaîne de vélo. Fait que ça va devenir intenable pour tout le monde dans le réseau. Exact. En première ligne, ce qu'ils nous demandent, c'est 17,5 millions de rendez-vous. Ouais. Mais ils définissent... Là, on est à combien? Là, actuellement, on serait à 16,5. Ça semble peu, $1 la million. différence. Ils demandent 1 million de plus de rendez-vous, mais ils définissent pas c'est quoi un rendez-vous médical. Est-ce qu'un rendez-vous médical, c'est un rendez-vous qui aurait pu être vu par un autre professionnel de la santé, mais qui finit dans mon bureau parce que l'autre professionnel de la santé est pas disponible ou
l'accès n'est pas possible parce que ce serait une ressource privée. Fait que moi, j'ai pas de problème à me rendre disponible puis à en offrir des rendez-vous médicaux. Mais définissons qu'est-ce que c'est. Puis le ministre, sur toutes les tribunes, présentement, il dit « Ah oui, mais les médecins vont pouvoir faire des cas plus complexes, vont pouvoir s'attarder, prendre davantage de temps. » On peut pas dire une chose et son contraire. Ouais. Si je travaille déjà des dizaines d'heures par semaine, qu'on me dit qu'on doit faire 1 million de plus de rendez-vous par année, puis qu'on ne me définit pas ce qu'est un rendez-vous médical, qu'on m'en demande 17,5 millions, ben il faut voir comment on va être capable d'organiser ça. Et il y a tellement d'erreurs de ce côté-là. À l'urgence, hier, j'avais une collègue qui me disait « Ah, je teste un peu, ça va être quoi la mécanique de l'urgence? » Parce que eux, les urgentologues, ce qui leur pend au bout du nez, c'est l'exigence de voir tous les patients P1 à P1, P5 en dedans de 90 minutes. Ça, elle dit « Moi, je le teste aujourd'hui pour voir c'est comment. » Puis elle dit « J'ai vraiment pas de fun dans ma journée parce que, genre, il y a des familles qui ont des questions. Puis là, désolée, genre, j'ai un orteil cassé à aller voir rapidement pour être capable de comme donner suite au stade. » Fait que ces objectifs-là, qui ont été construits d'une manière complètement désincarnés puis détachés du terrain, qui sont pas reconnus par ceux qui sont dans le terrain, ce sont des beaux voyants lumineux là, sur le tableau de bord du ministre, mais ça représente pas de la qualité de soins pour les patients, puis ça représente surtout pas de la pertinence de soins. Puis l'autre chose, Juste le 90 minutes à l'urgence, là, il me semble que ça va aussi augmenter les mauvais diagnostics. Ça va augmenter les mauvaises prises en charge. Tu arrives à cause que t'as mal quelque part, puis là, c'est comment, je sais pas, c'est une crampe ou genre c'est une côte fêlée, finalement t'as une côte cassée. Puis je te donne un exemple. Quelqu'un qui arrive avec une otite perforée, ben là, il dit, l'OMNI va te voir dans 90 minutes. Il est en train de faire une réanimation cardio-respiratoire, mais là, il est obligé de revenir parce que là, ton 90 minutes va être épuisé. Il t'examine, puis il dit, finalement, je pense que tu as peut-être une petite infection de la mastoïde, là, c'est en arrière, je vais t'envoyer au scan. Le médecin, il n'est pas imputable il va être imputable du temps d'attente que tu vas avoir au scan. Quand est-ce qu'il va pouvoir te revoir? Le nombre de médecins, de patients qui vont rentrer avant que tu aies fini de faire ton scan, qu'il faut qu'ils voient en dedans de 90 minutes. Puis il faut que ton expérience à l'urgence soit en dedans de 4 heures, 4 heures et demie. Ça veut dire que finalement, tu n'as pas de mastoïdite, tu t'en vas à la maison en dedans de 4 heures et demie. C'est complètement arbitraire. Ça ne change pas la qualité des soins, ça va empirer la qualité des soins. Puis en médecine spécialisée, c'est la même chose. Moi, je peux voir plein de patients. Je vais me rajouter des patients de soir, tout seul à la clinique externe. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai une tumeur qui arrive, il faut que je l'opère, je vais la rajouter sur ma liste opératoire. Mais plus je vais voir de patients, plus ma liste opératoire va s'allonger, puis moins je vais atteindre mes objectifs. Fait que qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous qu'on voit plus de patients? Mais si on voit plus de patients, il faut que j'opère plus pour atteindre mes objectifs. Si je n'atteins pas mes objectifs, qui va être pénalisé? C'est moi. Fait que voyez-vous l'effet pervers que ça va donner? Puis ça, c'est dans toutes les spécialités chirurgicales. Ça n'a comme aucun bon sens. C'est pas budgété parce qu'actuellement, ils gardent les enveloppes. On peut jaser longtemps des enveloppes, là, mais grosso modo, disons que ce sont les mêmes chiffres, bien que c'est pas le cas, il y a des agencements de chiffres, mais mettons qu'ils disent les enveloppes n'ont pas bougé. Parfait, mais tu me demandes quand même de prendre 100% de la population québécoise maintenant en charge. Donc, techniquement, si je vois plus de monde, moi, comme prescripteur, je génère plus de tests. Je génère plus de consultations en spécialité. Comment tu veux que l'enveloppe globale reste la même? Si je vois plus de patients, j'ai besoin de plus d'argent. Ça va coûter plus cher. Et ça, ils le disent jamais parce que, dans le fond, on gère de la rareté. Puis, dans le fond, la manière de gérer les coûts du système de santé, c'est de gérer l'accès aux médecins de famille puis aux médecins de première ligne, aux infirmières praticiennes spécialisées, de gérer l'accès aux spécialistes. C'est comme ça qu'on contrôle les budgets. Les gens n'aiment pas ça l'entendre, mais ultimement, ça, c'est la décision du politique. Parce que les médecins, là, quand on nous donne les moyens de travailler, on travaille en tabarnouche. Fait qu'à ce moment-là, mais ça coûte plus cher au bout du compte. C'est ça. Fait que là, nous, l'enveloppe budgétaire des médecins spécialistes, ils veulent couper 450 millions. Mais sur la règle de 3, ça marche pas. Christian Dubé nous dit, voyez plus de patients, opérez plus de patients. Mais moi, je charge à l'acte. Fait que théoriquement, si j'opère plus de patients, même si je baisse mon salaire de 15 si je vais... Tu vas aller le rechercher de toute façon. Là. Ben exactement. Fait que diminue pas l'enveloppe budgétaire de 450 millions si tu veux qu'on voit plus de patients et qu'on en opère plus. Ça marche juste pas ce qu'ils nous demandent de faire, tu sais, avec l'argent qu'ils mettent sur la table. Fait qu'à un moment donné, il faut parler des vraies affaires. C'est une coupe de salaire net parce qu'il sait que les objectifs ne seront jamais atteints. Puis pire que ça, c'est que ça va changer la relation qu'on a avec les patients, avec les collègues, avec notre groupe, puis avec les infirmières. Ça va devenir invivable dans le système de santé. Et ça génère présentement une détresse incroyable parmi les soignants parce que ça fait des années qu'on soigne des patients en ayant très peu de moyens et en étant imputables. Moi, un patient, là, je vais vous donner un cas. Là, j'ai un de mes patients que j'ai vu une douzaine de fois dans la dernière année. Il attendait justement une prothèse de hanche. Puis, il souffrait terriblement. Je le voyais en collaboration avec une de mes pharmaciennes pour le gérer. Le patient était rendu narcodépendant parce que la douleur, ça tue pas, donc ça apparaît sur aucun tableau de bord, puis les patients peuvent souffrir drôlement longtemps. C'est un homme qui est encore en âge de travailler, qui n'était plus capable de travailler. On l'a vu là, des dizaines de fois, ce patient-là.
Lui, cette statistique-là, elle apparaît pas de nulle part, mais à un moment donné, lui me nommait combien c'était souffrant pour lui, puis moi, j'étais sans outils. J'étais dans une situation d'impuissance complète pour pouvoir l'aider. La seule chose que j'avais à lui offrir, c'était la puissance du lien thérapeutique, puis de l'équipe qui le supportait, en disant, écoute, je fais les téléphones. J'essaie finalement, en parlant au chef de département d'orthopédie, qu'on a réussi à faire une différence, puis à faire en sorte que ce patient-là soit finalement opéré. Ça faisait des mois qu'il était sur la liste d'attente, il était vraiment hors délai. Mais tout ça pour dire que de demander aux cliniciens, aux médecins de première ligne de travailler en nous en donnant pas les moyens, ça génère une souffrance qui est incroyable. Ouais. Et cette souffrance fonctionnelle-là, elle est juste magnifiée par la loi 2. Pourquoi? Parce que là, on voit les objectifs. Il n'y a rien qu'on demanderait plus, nous, que d'être capable de les atteindre, ces objectifs-là. Mais l'affaire, c'est qu'on est conscient que sur papier, c'est là, mais on ne va pas marcher sur l'eau, même si c'est écrit dans le projet de loi. Là. Et ce qui fonctionne actuellement dans le système de santé, c'est la collégialité et la collaboration interdisciplinaire qui fait en sorte qu'avec le peu de ressources qu'on a, les patients sont quand même traités une fois qu'ils sont rentrés dans le système. Fait que là, ce que la loi 2 vient, c'est changer cette donne-là. Et là, le climat de travail va changer du tout au tout parce que cette collégialité-là, moi, mon infirmière qui ne rentre pas en salle d'opération parce qu'elle est malade puis qu'au bout du compte, c'est mes cas qui ne sont pas faits, quelle relation je vais avoir avec elle? Ça va-tu être d'égal à égal d'une équipe ou ça va être vraiment à qui le blâme de ne pas arriver au bout du compte avec les cibles? Fait que c'est une loi qui est désincarnée. Exactement, et qui crée énormément d'anxiété sur le terrain parce que ce qui tient le système de santé, c'est vraiment les liens interpersonnels entre les collègues et nous et les patients. Puis, et là, ça va changer complètement ça. Dans la littérature, ça, c'est bien prouvé. C'est pas le nombre d'heures de travail qui met les gens en épuisement professionnel. Non. C'est la perte de sens. Exact. Puis là, on a une loi qui n'a pas de sens. Ouais. Et on a des médecins, que ce soit des médecins, des praticiens et spécialistes, qui font un travail dans l'ombre. Moi, à tous les jours, je fais ce qu'on appelle du triage. Le triage, c'est que je reçois toutes les consultations d'ortho-onco. Puis avec une de mes agentes administratives, on download, en fait, on extrait les images du dossier Santé Québec. Et là, je décide, est-ce que ce patient-là, ça a-tu l'air vraiment d'une tumeur musculosquelettique? Est-ce qu'il a vraiment besoin de venir me voir? Puis s'il a besoin de venir me voir, on s'organise pour que le patient ait la biopsie la même journée qu'il me voit. Donc, on organise pour que sa trajectoire soit optimisée. Fait que le gars qui part de Rouyn-Noranda, qui vient me voir, il a vraiment besoin de me voir parce que j'ai révisé tout son dossier à l'avance. Puis quand il vient, on optimise son épisode de soins pour que je le rencontre une fois, que je donne l'information, qu'il ait sa biopsie, qu'il ait son résultat de biopsie, toute la même journée. Mais le patient qui habite à Labrador City, qui finalement, sur la radiographie, le médecin de famille pensait que c'était grave, mais finalement, c'est X, Y, Z, puis il n'a pas besoin de mes soins. Ce que je fais, c'est que je dicte une lettre à mon agente administrative, dire, écoutez, docteur Untel, ce patient-là n'a pas besoin de mes soins, voici ce qu'il y a sur la radiographie, voici comment le prendre en charge avec les ressources locales, dans son GMF ou avec son médecin de première ligne. Il n'a pas besoin de se déplacer et venir me voir. Mais ça rentre dans aucune statistique, puis ça, c'est du travail gratuit. Pourquoi on fait ça? Pour optimiser l'accessibilité des soins, pour être sûr que les gens qui se déplacent ont vraiment besoin de nos soins. Ça prend des heures par semaine qu'on fait gratuitement pour l'accessibilité. Ça, c'est mon travail dans l'ombre. Mais le travail dans l'ombre que d'autres médecins spécialistes ou d'autres médecins omnipraticiens font, c'est pas calculé par le gouvernement. Fait qu'un des problèmes de la loi 2, c'est qu'on se rend compte comment ils sont déconnectés du terrain puis comment ils ne comprennent pas ce qu'on fait sur le terrain. Ce qu'ils comprennent, c'est ce qu'on charge à la RAMQ. Mais moi, ce que je charge à la RAMQ, c'est même pas 60% de mes heures puis de mes actes, parce qu'il y a des actes qui sont pas payés par la RAMQ qu'on fait dans l'ombre pour que le patient soit traité de la bonne façon au bon endroit. Exact. Et ça, c'est pas calculé. Il y a jamais personne qui est venu nous voir dans nos plannings respectifs pour dire « Écoute, j'ai vu que tu as juste chargé des actes 3 jours cette semaine. Pourquoi? Parce que l'autre journée, j'avais des réunions de famille, parce que j'ai fait du triage, parce que j'ai dicté des lettres à des médecins référents. Puis moi, toutes les consultes qui m'arrivent, j'ai pas le droit de les charger si je vois pas le patient. Fait que ça, ces frais-là que je sauve au système, parce que le patient de Labrador City, il allait venir en auto avion. Ou en avion. 17 heures d'auto, peut-être qu'il va venir en avion. C'est une bonne ride. Oui, c'est une bonne ride. Mais tu comprends que tous ces coûts-là sont sauvés aussi pour le système par un travail d'ombre. Ouais. Et ça, ce n'est pas répertorié par le ministère et ça ne rentre dans aucune case du ministère. Bien, je veux dire, le fossé entre la vision du gouvernement puis le terrain, en fait, c'est ça. Là, j'imagine, eux autres ont dû regarder leur rapport, je sais pas qu'est-ce qu'ils regardent, mais en leur statistique, en se disant, OK, ben les médecins, ben là,
en moyenne, ils travaillent sur papier 3 jours par semaine. 3 jours par semaine ou 3 heures par semaine, ils peuvent en faire plus, mais au final, c'est complètement ignoré. Ben, c'est complètement ignoré. Tu sais, moi, je peux te dire que j'étais à l'hôpital, vous demanderez à mes collègues, moi, je parle jamais de l'hôpital. Je veux dire, j'arrive à 7 h le matin, c'est rare que je suis partie avant 6-7 heures, puis je te dirais que ma journée clinique, quand le ministre Dubé dit les médecins spécialistes ne voient personne après 2 heures, c'est parce qu'il ne comprend pas comment une clinique fonctionne. Nous, en orthopédie, la salle de radiologie qu'on a à côté finit à 4 heures. Fait que le patient qui arrive à 2h30 pour son rendez-vous, il va changer, il va faire sa radiographie. Il faut que la radiographie me soit disponible. Puis après ça, je vois le patient. Mais nous, on perdait tellement d'infirmières à la clinique externe qui étaient épuisées parce qu'on finissait des cliniques à 6-7 heures que là, notre direction a dit, bien parfait, vous avez le droit juste de faire 3 fois 45 minutes de temps supplémentaire, puis après ça, à 4h30, les infirmières, vous quittez. Fait que nous, à la clinique externe, mes cliniques d'onco, je finis en grande majorité seule le soir, pas de préposé, pas de commis en avant, puis pas d'infirmière pour finir mes derniers patients. Parce que, avec une chauve-souris. Mais pour voir mes patients. Fait que mes patients, je les vois toujours vers 4h30, 5h, 5h30. Puis après ça, souvent, je reste jusqu'à 8h pour faire de la paperasse pour être sûr que mes demandes de biopsie sont faites. Mes demandes de scan pour mon prochain rendez-vous sont envoyées. Fait qu'on a à peu près l'équivalent de plusieurs heures de paperasse à remplir par clinique. Fait que si on avait un IPS qui me suivait puis qui m'aidait à faire ça en temps réel, ça irait beaucoup mieux, mais on n'a pas ces ressources-là. Ouais. Fait que tout ce temps-là n'est pas calculé par le ministère. Fait que quand j'entends Dubé dire qu'il n'y a pas un médecin spécialiste sur papier qui voit un patient après 2 heures, sincèrement, c'est insultant. Mais moi, j'en veux pas aux bureaucrates. Parce que, dans le fond, c'est juste que les mondes se parlent pas. Exact. Parce que si tu es un bureaucrate à Québec, qui a la mission du ministère de la Santé entre les mains, qui doit assurer que les patients puissent voir un médecin s'ils en ont besoin, bien, eux, ce qu'ils voient, c'est des chiffres, puis des statistiques, puis des choses parce qu'ils sont pas dans les cliniques. Ouais. Fait qu'eux, ils se disent, on a un problème. L'accès. C'est vrai que c'est un problème. C'est difficile. D'un autre côté, eux, ils n'ont pas le choix de voir la réalité par l'intermédiaire de ce qu'on leur donne pour voir cette réalité-là. Ce sont des chiffres qui sont autrement qu'imparfaits. La mission, à ce moment-là, de la bureaucratie devrait être de descendre auprès des gens du terrain. Puis dire, comprendre les chiffres. Ben j'ai ça comme chiffre. Explique-moi comment c'est possible. Puis là, de parler à différents intervenants pour trianguler cette information-là, pour trouver un peu c'est quoi la vérité au travers de ça. Ça approximer correctement ce qu'est la réalité pour se dire après, écoute, moi, ma job comme ministère de la Santé, c'est de m'assurer que ton expertise comme orthopédiste, ton expertise comme médecin de famille, comme infirmière praticienne, comme infirmière clinicienne, comme pharmacien, peu importe, tu puisses la mettre au maximum au service du patient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Mais actuellement, le leadership de ça est largement politique. Puis le politique, ce sont des comptables qui sont là présentement. Ouais. Et pour eux, aligner des colonnes de chiffres, aligner des patients, bien, ça ne suppose pas ce travail de collaboration-là. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont dit à leurs bureaucrates, bien, écoute, on n'arrive pas à... La réalité, elle est telle qu'on la voit, donc on va faire des règles pour régler ça. Sans tenir compte que les règles de fonctionnement, elles créent des distorsions présentement, puis là, on va faire plus de règles. Mais plus de règles, ça va amener quoi? Ça va amener d'autres distorsions au final. Fait que le leadership politique aurait dû se concentrer à dire « Hey, gars, on va aller sur le terrain ». Quand on l'a fait pendant la COVID, là, c'est ça qu'ils ont fait. Les gestionnaires, pendant la COVID, là, ils ont reconnu qu'ils n'y arrivaient pas parce qu'il n'y avait pas de contact avec le terrain. Puis Christy, quand ils sont mis à parler aux médecins qui savent comment soigner, bien, on a été capable de lever des hôpitaux dans des parkings, littéralement, avec des tentes parce que « Hey, je connais un militaire, je connais ci, je connais ça ». Puis finalement, j'étais l'ingénieur, on a fait un plan sur une napkin. Bien, Christy, à Verdun, ils ont levé un hôpital dans le parking de leur hôpital. Notre-Dame, la même chose pour être capable de soigner du monde. Puis quand la gestion a laissé aller ces vieux réflexes on doit tout contrôler, tout baliser, bien, Colin, on a été capable de soigner la population. Puis c'est là que ça l'a... Puis il y a plein de choses qu'on peut critiquer pendant la COVID, mais ça aurait dû inspirer tout le monde à fonctionner différemment. Puis on avait cet espoir-là, après la COVID, d'être capable de fonctionner différemment. Que les décisions allaient se prendre de la base sur le terrain. En disant, avec on travaille ensemble, on a besoin de gestionnaires de qualité, on a besoin d'eux autres pour travailler. Ceci dit, on peut discuter sur le fait qu'on n'en a peut-être pas besoin de 3400 pour gérer 10 % de médecins, mais au final, il y a du cadre de porte là en mot à dit, mais on doit travailler ensemble parce que moi, j'ai besoin que les règles de gestion m'aident à avoir plus de patients, m'aident à être plus accessible, m'aident à faire à offrir plus de soins. Mais la question à laquelle devrait répondre, là, moi, j'aimerais bien ça voir un gestionnaire descendre puis dont la seule préoccupation, c'est de dire « Hey, Pascal, de quoi tu as besoin pour que ça aille bien ta pratique? Ouais. » Puis l'autre chose, c'est qu'on n'a pas vu de plan d'implantation des différents types de milieux. Le milieu de la médecine ou le ministère de la Santé, ils ne réalisent pas comment les pratiques de un à l'autre, c'est complètement différent. Moi qui fais de l'ortho-onco, c'est complètement différent que mon orthopédiste à Joliette qui fait de la trauma puis
qui fait de l'arthroplastie, ou un médecin de famille en GMF qui fait du suivi de grossesse, ou un interniste qui voit des consultations à l'urgence. Fait que ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'il montre qu'avec sa nouvelle loi, comment ça va augmenter l'accessibilité. Ouais, il n'y a pas un expert qui est capable, parce que c'est clair qu'avec les objectifs qu'il a mis, ça ne va pas augmenter l'accessibilité. Fait que c'est pour ça qu'on n'en trouve pas d'experts qui lèvent la main pour dire « je trouve ça une bonne idée ». Il y a plein d'experts qui disent que c'est pas une bonne Exact. idée. Genre, il n'y en a aucun qui s'est exprimé à dire que ça allait être une bonne idée puis ça allait atteindre l'objectif souhaité. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils me disent, OK, ben un médecin de famille comme Pascal qui fait du GMF, qui fait de l'hospitalisation, puis qui fait name it, ben voici ce que ça va avoir l'air avec le nouveau plan d'implantation. Une omnipraticienne qui fait du suivi de grossesse en GMF, puis il va juste avoir des jetons verts, hein, parce que les femmes enceintes, c'est juste des jetons verts. C'est vrai. Ben est-ce que le GMF va être capable de survivre? Un interniste qui va avoir son supplément de consultation coupé de 40 %, mais qui fait ça dans la vie, qui prépare nos patients à la salle d'opération, puis qui voit les patients qui arrivent à l'urgence, ben dans le plan d'implantation, ça veut dire combien de coupes de salaire? C'est pas 15 %, ça va être probablement 40 %. Comment ça va être répertorié? Puis comment les ressources vont être redistribuées après? Est-ce que vous avez vu un exemple que le ministre a été capable de donner? Aucun. La réponse, c'est aucun. Non. Parce que les milieux de pratique varient. Fait que moi, j'ai adoré ce matin l'explication de McSween. By the way, je vous invite fortement à réécouter. Il est bon là-dessus, McSween. Il est incroyable parce que il a dit, ben la première chose à faire, c'est que le gouvernement nous démontre dans les milieux de pratique qu'ils fassent des études de ça va être dossiers bon. en Exact. région, en centre hospitalier, universitaire ou périphérique. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion? Puis qu'ils nous donnent des exemples concrets. Puis ça n'a pas été fait du tout. Ben, pire que ça, c'était prévu que ce soit. En fait, aller jusqu'à juin dernier, il y avait, puis ça c'est sorti dans la presse récemment, il y avait une médecin de famille qui était médecin conseil pour le ministère, puis il y avait Martin Fogg qui est un imminent fonctionnaire ou fonctionnaire qui était là depuis 18 ans. Et il y avait... Qui a été tassé. Et les deux ont été tassés rapidement, sans aucun avis, alors que eux, ce qu'ils portaient, c'était l'importance de travailler avec le terrain, de faire des projets pilotes, puis on s'en allait dans cette direction-là, d'implanter, de tester la formule dans des milieux qui avaient déjà les prédispositions pour que ça fonctionne, parce qu'il n'y a rien de mieux que de connaître un succès pour en générer d'autres, puis d'étudier à petite échelle avant de rentrer une grande réforme. Exact. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tassé les gens qui amenaient cette expertise-là du terrain. Ils les ont tout simplement tassés. Qui n'allaient pas avec leur idée Qui allaient pas préconçue avec de l'idée mettre préconçue. une solution unique pour un système Et qui est varié. la direction dans laquelle tout le monde s'entendait qu'on devait aller, bien, finalement, le gouvernement a choisi d'aller dans une autre direction. Puis là, bien, on est pris avec une réforme qui va être implantée mur à mur par une loi qui n'a jamais été débattue parce qu'on l'a passée sous bâillon alors qu'elle contient des aspects qui couvrent tellement de dimensions et qui répondent pas à l'urgence qui aurait pu ou dû régler un bâillon et va beaucoup plus largement que ça. Fait que si on était depuis 2 semaines en voyage puis qu'on a tout manqué ça, il faut juste voir qu'à partir du 1er janvier prochain et du 1er avril, il y aura de très, très grandes transformations sur le terrain qui, 1, ne sont pas basées sur de la science et des données probantes, 2, qui n'ont jamais été testées à petite échelle, mais qui vont substantiellement changer au 1er janvier 2026 la manière dont les patients accèdent aux soins de santé au Québec avec toutes les catombes que ça va Et supposer. ça va être un enjeu de santé publique. Et c'est comme si le gouvernement se rend compte que là, ils ont pesé sur le tube de dentifrice, la pâte est sortie, Exact. puis là, ils se sont dit, ah ouais, peut-être qu'on est allé trop loin. Fait que là, comment tu fais pour rentrer le dentifrice dans le tube de dentifrice quand il est sorti? Ouais. Puis là, tu dis, OK, bien, la loi 2, là, on s'en va direct dans un mur de santé publique. C'est ça qui va arriver. Parce que, tu sais, dans le GMF de Pascal, on en parlait, elle va passer de 11 000 à En comme fait, 29 000. j'ai eu les chiffres ce matin de combien on devrait, parce que au 1er avril, parce que dans le fond, les nouveaux affiliés, donc les patients, ils nous ont dit ça va être graduel. Dans le projet de loi, il est prévu qu'on va prioriser, dans le fond, la prise en charge des patients rouges avant d'aller vers les oranges, les jaunes et les verts. Bon, donc sur 15 mois, on va finalement prendre en charge tout le monde. C'est quand même très rapide. Dans mon GMF, présentement, on a 13 000 patients inscrits. On est 23-24 médecins parce qu'on a aussi un gros rôle d'enseignement. Puis on a tous, à côté de notre rôle d'enseignement, comme je vous l'ai décrit tantôt, des obligations ailleurs dans le système. Donc, il y a une partie à peu près 3 jours par semaine chaque qu'on peut se permettre de mettre au niveau de la prise en charge. Il n'y a aucune particularité qui est donnée par ailleurs sur l'enseignement pour la prise en charge additionnelle de patients. Et là, moi, j'ai eu les chiffres de c'est combien qu'on va avoir à prendre dans mon petit secteur de pays. Bien, c'est le 1er avril prochain. Ils vont nous affilier. On est 2 GMF. Ils vont nous affilier à nos 2 GMF 2600 patients en rouge.
Ça, c'est énorme. Parce qu'un patient rouge, il faut voir, là, dans le fond, actuellement, la demande, elle est contenue, la demande de soins, parce qu'il y a des limites à l'accès. Puis là, demain matin, c'est comme si on prenait un barrage avec un gros lac de barrage puis on fait exploser le barrage. Ce qu'on sait, c'est qu'un patient qui a un accès à un médecin de famille ou un professionnel de première ligne va consommer, et qui est rouge, va consommer, puis ça, c'est les chiffres de l'INES, 3,6 consultations dans l'année. Donc ça, c'est une fois que l'accès est lissé. Donc, on n'est pas sur la débâcle du barrage. Mais le 1er avril 2026, les lignes s'ouvrent. Dans mon milieu, on va probablement avoir 1800 patients affiliés selon nos prorata là, avec l'autre clinique qui est sur mon territoire. Donc, disons 1800 patients rouges qui vont peut-être sauter sur le téléphone parce que maintenant, on va leur avoir dit qu'ils ont un accès. Ouais. Bien, ça, je suis supposée gérer ça comment? Parce qu'ultimement, il va falloir prioriser les cas. Et ça va vouloir dire qu'il y a des patients qui étaient habitués à un certain type d'accès qui n'en auront plus. C'est le retour de balancier pour donner de l'accès à d'autres, mais c'est un mensonge éhonté que de penser que du jour au lendemain, je vais pouvoir gérer ce barrage-là qui va exploser. Donc, concrètement, pour pouvoir voir toutes ces personnes-là, si par exemple, je sais pas, un rendez-vous en médecine familiale, c'est 15 minutes avec le médecin, bien là, il va falloir que ça soit 7 minutes avec le médecin. Pour Ben, nous, on s'oppose à ça. Moi, je suis absolument contre ça. Impossible. Puis c'est exactement pour ça que, genre, la coupe, on va la prendre. Là, parce que dans la mesure... Moi, je veux Qu'est-ce que bien... tu veux dire, on va la prendre? Ben, dans la mesure où est-ce que tout le monde se dit... C'est pas vrai que je vais commencer à barouetter des patients. T'sais, moi, je l'ai dit en commission parlementaire, là, ils brassent les médecins, là, mais moi, je commencerai pas à brasser mes patients pour ça. Un patient qui finit par arriver dans ton bureau, d'abord, moi, je suis responsable de la déontologie, de mes actes d'un point de vue déontologique. Fait que je vais faire de la bonne médecine, puis je vais continuer de faire la meilleure médecine que je suis capable de faire. Mais ça suppose qu'à un moment donné, on peut pas parler des deux bords de la bouche, puis de dire, alors qu'il manque 2000 médecins de famille d'un côté, ah oui, vous allez pouvoir avoir... tout le monde va pouvoir avoir accès. Ce qui va arriver, c'est qu'on va gérer les priorités médicales, tout comme on le fait à l'urgence. C'est-à-dire que les plaintes qui ont l'air plus urgentes vont avoir des rendez-vous priorisés et tout ce qui est en arrière va prendre plus de temps à être vu. Il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas plus de ressources. Ils ont beau nous dire que ça ne représente pas beaucoup de rendez-vous. Quand on le compte dans la pratique, puis quand on est sur le terrain, les cliniciens le savent. Clairement, quand on regarde les horaires des médecins, vous ne pouvez pas travailler plus que non. vous faisiez déjà. Là, ce qui va arriver, c'est que toute la médecine préventive va être anéantie. Exact. Fait que, tu sais, toutes les nouvelles consultations... toi, Dom, que vous avez un problème aigu, mais vous êtes des jetons verts, mais vous allez avoir encore moins accès. Fait que moi, je parle de ma spécialité. Mettons que tu as un problème musculo-squelettique, tu commences à avoir une infection ou tu as une masse qui grossit, mais tu es considéré comme un jeton vert, tu ne seras pas la priorité du GMF. Tu comprends? Fait que ça va être encore plus difficile d'avoir accès aux médecins de première ligne. Puis à the end of the day, ben, si tu as besoin d'un soin spécialisé, le temps entre le début de tes symptômes puis ce qu'on te voit en médecine spécialisée, ça va être encore plus long. Donc, le nerf de la guerre, c'est de bien donner des ressources aux médecins de première ligne. Parce que sinon, c'est toute la chaîne de montage qui va débarquer. Qu'on ait du temps pour faire du bon travail en première ligne. Parce que personne ne va être gagnant non plus à ce que les médecins de famille turfent tout en deuxième ligne. Oui, c'est ça. Parce que après, moi, si je surcharge Sophie avec des consultations qui, au final, ne relèvent pas de son expertise, elle va les voir. Mais l'affaire, c'est que pendant qu'elle va être noyée dans cette demande-là, ou non. Parce que, tu sais, à un moment donné, si au lieu de faire un bon examen de genou, ils n'ont pas le temps, les médecins de première ligne, puis qui disent, ben je vais demander une résonance magnétique, puis selon le rapport, je vais l'envoyer. Fait qu'on va avoir un goulot d'étranglement en médecine spécialisée où est-ce que les patients n'ont pas bien été orientés. C'est de la médecine fast-food. On va voir le patient, t'as mal au ventre, je vais t'envoyer voir un gastrologue. T'as mal au genou, je peux pas t'examiner. J'ai pas le temps de te faire une radiographie puis de te rappeler tous les résultats. Fait que tu iras voir ton orthopédiste. Puis nous, ben là, on va regarder ça. C'est une déchirure méniscale. En haut de 50 ans, on n'opère pas. Fait que tu vas avoir attendu 1 an et demi au lieu de nous voir pour dire finalement, on n'a pas besoin d'être opéré. Fait qu'il va y avoir une espèce de goulot d'étranglement. Fait que si la première ligne n'a pas le temps de faire de la bonne médecine, ben c'est toute la chaîne qui va être affectée. Puis la médecine spécialisée, il va y avoir un goulot d'étranglement où est-ce que les demandes de consultation vont exploser, le temps pour voir une médecine spécialité va exploser. Puis une fois que tu es sur la liste opératoire, notre temps jusqu'à temps qu'on puisse t'opérer, notre temps d'attente va être augmenté. Fait que c'est toute la chaîne qui va être affectée. Fait que c'est ça va être un enjeu social. La solution, ça passe par investir davantage dans la première ligne. Et la termes de communication. ressources et la communication, puis tous les outils autour de ça. Puis ça, toute la science le démontre. Il y a eu un beau rapport d'experts là-dessus qui est venu dire que là, on devrait fonctionner dans une pyramide qui est un peu différente. Ce que les données disent, c'est que pour épauler un médecin, théoriquement, ça prendrait 2, 3, 4 professionnels pour un seul médecin. Actuellement, on a
4 médecins pour un professionnel financé en GMF. Fait que cette pyramide-là, déjà, elle n'est pas maximisée. Il faut vraiment s'assurer qu'en collaboration, on est capable d'avoir suffisamment de... Moi, que mes patients, par exemple, qui ont besoin de voir un psychologue, qui ont besoin de voir un physiothérapeute, puissent avoir accès à ces services-là, pour moi, me dégager du temps pour que mon expertise de médecin de famille, je puisse la mettre en place, puis je puisse l'exercer, de manière à faire en sorte que quand j'ai tout passé les traitements de première ligne, puis que je suis vraiment rendue à référer à un orthopédiste, à un gastro-entérologue, c'est ça, bien que ce médecin-là sache que la consultation, le fruit est mûr, puis vraiment, lui, il va arriver, puis son expertise, elle va valoir la peine aussi. Parce que ça donne rien de prendre des spécialistes pour gérer des cas qui pourraient être faits en première ligne. Mais si la première ligne est écrasée par des statistiques qui n'ont pas de bon sens, puis des objectifs qui n'ont pas de bon sens, bien, c'est ça qu'on va envoyer, puis il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Puis le ministre Dubé, quand il dit travailler autrement, ben il veut qu'on engage des ressources, en fait. Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Puis fait où qu'il sont coupe les ressources sur le terrain. Il dit de travailler autrement avec des ressources qui manquent. Fait que, tu sais, ces ressources-là, on en a besoin. Puis ce qu'il voit encore, c'est encore une vision à court terme qu'on va couper les ressources sur le terrain, on va diminuer l'enveloppe budgétaire du système de la santé, mais au bout de la ligne, ça va juste augmenter les coûts. Parce que si tu prends pas bien soin d'un patient dans toute sa globalité au début, ben il y a plein de consultations inutiles, puis il y a plein de gestes médicaux inutiles. Et pour le patient et pour le système de santé qui va en découler. Exact. Mais ça prend pas la tête à Papineau pour ça. Ben, c'est ce qu'on dit depuis Tout le monde Non, trouve mais- ça évident. Tout le monde que vous trouve ça voyez- évident. incompréhensible. Il faut que vous voyez plus de patients ou que vous fassiez plus de chirurgie ou plus de personnes à l'urgence. Tout ça, c'est plus d'actes, donc plus ça coûte plus cher. Oui. Mais en plus, on fait des coupures. Fait que c'est comme on coupe. Ben, c'est une règle de 3, ça marche à pas. tous les- Ça de marche tous les juste côtés. Je comprends pas. que ça fonctionne Puis pas. l'autre chose, c'est qu'il faut voir plus de patients, mais il faut voir plus de patients qui ont vraiment besoin de nos Exact. soins. Puis encore là, j'en reviens à si les médecins de famille sont pas bien outillés puis ils voient pas les patients en préventif, puis qu'ils disent peut-être tu vas avoir besoin de finalement faire une investigation, mais finalement t'as pas besoin de voir l'orthopédiste, je vais t'envoyer en physiothérapie. Ben là, ils auront pas le temps de faire cette bonne médecine là. Fait qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un panoplie de consultations inutiles, puis le patient, il sera jamais pris en charge. Tu sais, en tout cas, je pourrais donner 100 millions d'exemples, là, j'en donnerai pas parce qu'on est en train jusqu'à demain Question matin. super basique, là, peut-être naïve, mais tu sais, là, mettons, exemple, on veut que tout le monde ait un médecin de famille, on veut que les gens aient accès à un médecin de famille. Pourquoi qu'on forme pas plus de médecins de famille? C'est parce qu'on n'a pas d'argent pour les payer? Bien, actuellement, c'est que pendant des années, ils ont coupé dans les admissions en médecine familiale. Dans les années 90, c'était Ben, terrible. ils ont Il y avait coupé très... partout, là. Ils ont coupé partout, mais il y avait les admissions, les quotas d'admission, c'était la moitié de ce que c'est. Là, maintenant, ils en forment davantage, mais former un médecin, ça prend des années. Ouais. Et les seuls, et ça, c'est important de le dire, parce que la seule organisation qui contrôle le nombre de candidats en médecine pour devenir médecin ou qui contrôle le nombre de candidats pour faire une formation avancée, par exemple comme infirmière praticienne spécialisée, c'est le ministère de la Santé. Exact. Les médecins n'ont pas leur mot à dire sur le nombre de gens. Fait que c'est une manière, oui, de contrôler les coûts parce que quand tu formes un médecin, tu formes quelqu'un qui est capable d'imprimer des choses qui vont engager la responsabilité financière de l'État après. Puis Parce l'autre qu'au- au chose, final, tu sais, quand on dit que la loi 2 a un effet pervers là, sur toute la chaîne, là, ben la semaine passée, on a eu ce qu'on appelle le CURMS. Fait que quand toi, tu veux, mettons, tu veux faire ta médecine familiale, il faut que tu appliques pour un poste de résidence. OK? Puis ta résidence, ben il y a un nombre limité de postes à chaque année. Puis ça, c'est un système de jumelage qu'on appelle le système canadien de CURMS. Fait que ça veut dire que tu appliques en ligne pour dire, ben moi, mon premier choix pour ma spécialité, je veux faire médecine familiale à Montréal. Mon deuxième choix, c'est de faire médecine familiale à l'Université McGill. Mon troisième choix, c'est de faire médecine familiale en Outaouais. Puis là, après ça, tu as tes entrevues, puis là, les universités aussi vont te donner un ratio. C'est-à-dire, moi, le premier, c'est Pascal Brault, j'aimerais ça aussi l'avoir à l'Université de Montréal. Fait que tout ce système-là de jumelage, en fait, on a les statistiques, OK? Et la semaine que la loi 2 est passée, on a eu les statistiques pour tous les postes de résidence non remplis dans les spécialités et en médecine familiale. Et à travers le Canada, il y avait 94 postes de résidence en médecine familiale non remplis à travers le Canada. Et de ces 94 postes-là, il y en a 70 qui étaient au Québec. Donc, tu veux des effets contraires de la loi 2? C'est qu'en dedans d'une semaine, on va former l'année prochaine 70 médecins de famille de moins parce que les gens ne veulent pas venir faire leur médecine de famille au Québec avec ce qui se passe. Et les Ça, spécialistes c'est du aussi, concret. les surspécialités médicales aussi. C'est ça, parce que ça, c'est un des effets qu'on voit, c'est que là, il y a les médecins qui disent on n'est plus sûr qu'on veut pratiquer au Québec. Exact. Vous autres, vous allez tout là, à ce niveau-là. Genre, est-ce que vous Vas-y, avez posé avant cette moi. question-là? Moi, je vais juste mettre une prémisse à cette question-là parce que
j'y pense beaucoup là, à ça, justement. Puis, tu sais, on entend là, les médecins qui s'en vont, puis tout. Nous, ici, on n'est pas d'accord avec cette loi-là. Tu sais, on vous reçoit aujourd'hui pour s'y opposer. On est tous dans le même bateau, là, dans le sens où on espère de faire une levée de bouclier assez importante, puis mettre de la pression politique pour que la CAQ recule. Puis dans le pire des cas, collectivement, on revote dans moins de 9 mois. On est en campagne électorale, puis on sort la CAQ. S'il y a une élection demain, la CAQ a 0 député, tu sais. Fait que genre, on est tous dans le même contrat social. On est tous dans le même bateau. Je suis pas d'accord avec la loi 2. Mais là, les médecins qui quittent en ce moment, c'est pas Christian Dubé ou François Legault à qui ils vont faire mal, peut-être indirectement quand ils vont avoir besoin d'accès aux soins, mais c'est toute la population qui, en ce moment, sont quand même du bord des médecins. Tu sais, de dire, ben, si dans 1 an, on revote, le Québec revote pour la CAQ en sachant ça, mais là, les médecins, vous avez mon blessing, partez, là, tu sais, on se rembarque dans un contrat social qui fait plus votre affaire. Mais là, de voir les médecins qui quittent en ce moment, alors qu'au final, personne, tu sais, on n'est pas d'accord avec la loi 2, là. Puis là, c'est nous qui vont directement manger cette marde-là, tu sais. Je trouve que c'est une décision qui est quand même, je veux pas dire égoïste, mais qui est quand même hâtive, puis qui, tu sais, de quitter le bateau tout de suite quand nous, on est dedans encore, pas là, je dis nous, mais tout le monde, on est dedans encore en train de faire, ben attendez, là, nous autres non plus, on n'est pas d'accord, là, tu sais. Je trouve que c'est quand même rough comme décision, tu sais. Ben actuellement, la loi, elle est approuvée, elle est en vigueur. Fait qu'elle va prendre toute sa mesure à partir du 1er janvier. Tout à fait. Moi, j'ai aucun collègue présentement qui part de gaieté de cœur. Moi, j'en ai. Mais j'en ai qui se disent... Tout le monde est... J'ai beaucoup de collègues qui sont en magasinage, qui regardent des portes parce qu'ils se disent, moi, je suis pas sûre que j'ai envie de pratiquer dans ces conditions-là. Pas individuellement, mais de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mes patients? Puis tantôt, je le nommais, là, être constamment sur la ligne de feu, à devoir offrir des services, puis à pas avoir les moyens de servir, ça tue le monde. Mais je suis tout à fait d'accord. Puis là, mais on nous a fait des offres finales, parce que c'est comme ça, là. Il n'y a pas eu de négociation. Puis, tu sais, la loi 2, elle inclut beaucoup de choses, mais elle fait fi du fait que tout ça, ça aurait pu être négocié. Tout ça, puis le gouvernement passe son temps à dire, oui, mais il ne voulait pas négocier. C'est pas vrai. Ce que les fédérations de médecins disaient, c'est qu'ils ne voulaient pas négocier avec la loi 2. Ouais. Mais tout le reste, c'était négociable. Tout le reste, était à la portée. Mais même avant les négociations, qui viennent nous consulter pour dire, dans 2-3 ans, on veut des chiffres de performance. On va aller dans cette direction-là. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est pas ça que je me rendrai pas malade. Moi, c'est juste là. C'est-à-dire qu'on travaille déjà entre 50 et 80 heures semaine. Je calcule que depuis 18 ans, je donne 150 % de ce que je peux donner pour le système public. Je suis de garde 24 heures sur 24, 365 jours par année pour tous mes collègues à travers le Québec. À un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine écoute entre les différents paliers. Puis je me dis, à un moment donné, je me rendrai pas malade. Puis là, je te dirais qu'on est sur le bord de se dire, tout ce qu'on fait pour le système public, pour le maintenir, n'est non seulement pas reconnu, mais est en train d'être détruit. Puis là, on va avoir un contrat social avec nos patients qui vont complètement changer. Fait que moi, ma question, c'est... Est-ce que je suis encore à ma place à faire ce que je fais? Puis la réponse est j'adore ma job. J'adore ma job, je veux la faire jusqu'à la fin des temps. J'adore enseigner aussi. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais faire pour encore fournir des services à la population? Fait que moi, mon plan B, c'est pas d'aller en privé parce que j'ai le système public tatoué sur le cœur. C'est de dire, ben, je pourrais-tu faire d'autres choses? Je pourrais-tu aller en enseignement? Je pourrais-tu enseigner à l'université? Je pourrais-tu enseigner la bio au cégep? Ça serait une catastrophe parce que j'ai fait 14 ans d'université pour faire ce que je fais. Tout à fait. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises, c'est quoi mes compétences? Moi, mes compétences, c'est d'être avec le patient. C'est d'aider le monde. C'est le don de soi. Puis si je suis plus capable de le faire, puis que je fais de la mauvaise médecine parce que j'ai plus le temps de le faire. Tu sais, la semaine passée, j'ai vu un nouveau patient avec un sarcome. J'ai passé 1h45 avec la famille. Parce que quand tu as 15 ans, tu n'es pas supposé avoir un cancer. Puis moi, j'ai plus que 15 minutes à te donner. Mais si, avec la pression qu'on va avoir de performance, de cible atteinte et tout ça, je suis plus capable de faire ce pourquoi j'ai été formé, à un moment donné, je vais débarquer. Puis je vais aller voir ailleurs. Je comprends absolument. Moi, j'essaie de voir dans les prochains mois, mais est-ce que je pense à un plan B en enseignement? La réponse, c'est tout à fait.
Ouais. Parce que ça fait 18 ans que je travaille pour l'amélioration de l'accessibilité des soins. Et là, on se fait opposer des conditions puis des cibles impossibles à atteindre qui vont changer ma façon d'entrer en relation avec le patient. Et ça, Et qui sont jamais de je nous vais les être seuls capable. imputables. Exact. Tout à fait. La préoccupation, c'est de dire que, dans le fond, les médecins qui partent présentement, tu leur reproches de partir si tôt alors que tu penses Ben, c'est parce que ça fait 3 semaines le sous-baillon, là, Ouais. tu sais. Mais c'est Puis parce que le dans- problème, ça fait 10 Ça ans qu'ils fait sont des années. écœurés. Non, c'est je- ça, tu comprends? je Fait que c'est comprends. comme si pour certains médecins, dans leur milieu, il y avait déjà pas assez de ressources pour fonctionner. Puis déjà, ils sentaient qu'ils faisaient pas de la médecine comme ils auraient voulu faire. Fait que c'est comme juste la goutte qui a fait déborder le vase. Fait que c'est hâtif, mais il faut que tu penses que c'est probablement des gens qui étaient déjà des gens en réflexion, qui en avaient vraiment plein leur casque, puis qui ont dit « You know what? » Je dirais pas ça, Je mais comprends. tu sais, Ouais. that's Je comprends. it. C'est juste que, Reste que la mettons, CAQ, leur temps est compté. leur là, temps ça, est c'est compté, sûr. le prochain Après ça, gouvernement s'y oppose. Puis, tu sais, admettons, voilà une couple de mois, quand c'était encore Bernard Drinville à l'éducation, ils ont amené un projet de loi pour couper quand même drastiquement en éducation. Il y a eu une levée de bouclier, il y a eu une petite pression sociale, il y a eu une pression politique. La CAQ a reculé, tu sais. Mais admettons un monde où est-ce qu'il... Puis ça a été quand même long, le plus long que les 3 semaines qu'on vient de vivre. Là. Mais admettons un monde où est-ce qu'ils reculent pas, que là, les enseignants quittent, alors que c'est la... Alors qu'eux autres aussi, ils mangent de la marde depuis des années, là, tu sais. Clairement, clairement. Puis que si En solidarité avec les profs. enseignants décident de quitter, parce que là, OK, là, la loi, que la CAQ, qui est Mais le les gouvernement... enseignants quittent. Les Ben, c'est ça. enseignants, Il y a des gens qui changent de carrière parce il y a qu'ils sont une plus énorme capables. partie des gens en enseignement. Je pense que les statistiques, c'est Moi, quelque chose ma comme meilleure amie était 50% sur les enseignante, postes 5 puis elle a ans. décidé de partir à cause du manque de ressources, puis elle travaille maintenant à la Polytechnique pour faire le cheminement des patients, des étudiants. Mon Dieu, je suis un patient est à tous ses cœurs. Fait qu'il y a des gens qui ont quitté l'enseignement, tu sais. Mais je comprends ta réflexion, puis on est d'accord, puis Parce on que est nous en autres non plus, réflexion. on veut pas la loi 2. là. mais nous, on je l'avait te pas, dis, ça mais- fait des années que les gens qui partent ont cette réflexion-là. Tu sais, quand tu regardes l'Outaouais puis Gatineau, Ça va être un drame, là, là. ça va être dramatique. Ben, ça, c'est sûr. Puis les gens qui sont là sont déjà sous-financés puis il n'y a pas de ressources. Tu as donné un exemple. Moi, je draine des gens de Gatineau que j'opère pour des cancers puis ils ont tellement pas de ressources en réhabilitation qu'il y a une patiente qui est restée 1 mois et demi à l'hôpital pendant Noël parce qu'il n'y avait pas de centre de Il y avait pas réhabilitation ce à qu'il fallait. Gatineau. Puis finalement, la solution qu'ils ont trouvée, c'était une de mes patientes qui avait dans la cinquantaine, super en forme, que j'avais fait une grosse chirurgie pour un cancer. Ils l'ont envoyée dans une résidence pour personnes âgées avec des soins, avec une physiothérapeute privée qui allait là, parce qu'il n'y avait pas de ressources sur place. Fait qu'imagine ça répertorié sur tout le système de santé en Outaouais. Fait qu'il y a C'est un déjà des désastre, gens là. Mais- qui fonctionnaient. Fait que je pense que la plupart qui s'en vont maintenant, c'est parce que déjà, il y avait la corde au cou du cou, puis ça a Mais été la goutte qui a fait le point derrière ça, là, c'est que ce sentiment d'urgence-là, il faut qu'il soit perçu jusqu'au niveau politique. Mais là, le politique s'est patché dans le coin. Ils se sont peinturés à dire qu'ils n'allaient pas reculer. Ils peuvent Ouais. pas reculer Et- politiquement. Oui, mais il reste et moins qu'un au-delà- an. Puis après Mais- ça, si le mais prochain gouvernement ne au-delà propose de pas ça- quelque chose de nouveau, mais là, vous Mais- partirez avec toute Mais ma au-delà de bonté de ça- cœur. Allez-y avec plaisir. au-delà de là, tu sais. ça- La bénédiction. Ouais. Entre-temps, il y a des patients qui Ouais. vont devoir être gérés, qui Je vont suis d'accord. devoir être soignés. Puis ça repose sur nous. Puis il n'y a aucun de mes collègues, et moi incluse, qui faisons des plans présentement en se disant je veux tout de suite m'en aller. Au contraire, on a été formés au Québec. Moi, j'aime ça, soigner du monde. Moi, je travaille dans le quartier dans lequel j'habite. Je suis tellement proche de mon hôpital, tellement proche de ma clinique. Je suis là. J'ai travaillé en région parce qu'avant, j'habitais en région. J'adorais ça. On aime ça soigner au Québec, mais à un moment donné, il faut que la population se rende bien compte d'une chose, c'est que l'heure, elle est vraiment grave parce qu'il y a des gens qui avaient un gros bâton là, puis qui ont décidé de l'utiliser. Et là, maintenant, ils disent « Ah oui, mais on va négocier. » Bien, je m'excuse, mais tu peux pas te servir Exact, de mais ce genre c'est ça d'outil-là. qu'on fait Puis aujourd'hui. notre là, tu sais, inquiétude- C'est ça le. Puis notre inquiétude, c'est qu'ils gardent cette loi-là, puis là, ils vont dire, OK, On va trafiquer à enlever une gauche, couple à droite. d'articles Le qui fond vont les est pas bon. satisfaire, mais Le fond est pas bon pour les patients. C'est ça, le fond, pour améliorer l'accès, puis cette espèce de collaboration-là, la CAQ n'a jamais eu cette vision-là. Ils ont Exact. essayé d'imposer depuis le début, puis ils n'écoutent pas la base. Ils n'écoutent pas les infirmières, ils n'écoutent pas les médecins pour voir c'est quoi les solutions sur le terrain. Fait que cette loi-là, elle arrive après des années de bataille judiciaire. Tu sais. Moi, j'ai accepté de faire 24/7 en 2016
Pourquoi? Parce que, justement, il y avait la guéguerre entre la FMOQ puis la FMSQ. Puis c'est pour ça qu'on tient, Pascal et moi, à être ensemble, parce que je pense que la collaboration interdisciplinaire, c'est la base de la médecine. Et moi, j'ai accepté de faire 24/7 parce que on avait encore des guéguerres à savoir qui est trop payé, la FMOQ, la FMSQ, puis tout le monde s'entre-déchirait. Puis là, Denise Bombardier était sortie en disant « La médecine est déshumanisée ». J'étais là « Wow, attends une minute. On est des médecins humains sur le terrain, on va commencer à se parler, puis on va surtout essayer d'améliorer l'accès à la population. » Puis c'est là que l'idée de l'IPAM a commencé à circuler. Fait qu'il y a une volonté d'améliorer l'accès du terrain. Mais c'est comme si il n'y a pas de communication pour comment implanter cette amélioration de l'accès-là entre les gens du terrain puis les gens décisionnels. Puis il y a 2 ingrédients qui manquent pour que les gens qui contemplent présentement s'en aller restent. C'est la confiance. Puis là, présentement, elle est vraiment mise à mort. Inexistante. je suis plus soft. Mise à mort. Puis la question de l'espoir. C'est quoi la vision dans laquelle je me projette? C'est quoi le système dans lequel je vais continuer de soigner mes patients? Puis présentement, cette vision-là, on ne l'a pas. Elle est purement comptable. Fait que non seulement on ne l'a pas, mais on ne sent pas de désir gouvernemental, étant donné l'enjeu de santé publique et l'enjeu de société qu'on a, de faire une pause, d'aller dans les milieux de soins pour comment dire est-ce qu'on peut vous aider à soigner? Comment on peut améliorer l'accès aux soins? C'est la chose de base quand tu veux améliorer quelque chose, de voir c'est quoi le statut actuel puis comment les gens sur le terrain peuvent améliorer. Et cet espoir-là d'avoir des instances gouvernementales qui vont vraiment écouter puis qui vont mettre des solutions très concrètes avec les idées qu'on a sur le terrain, on voit pas comment ça va être possible avec ce gouvernement-là. Ben, ça sera pas possible probablement avec ce gouvernement-là, sauf que c'est fini. Ben, c'est pas fini. Il reste, oui, mais ça, à ton échelle, peut-être que ces 9 mois, c'est pas grand-chose. Moi, dans mon quotidien, c'est énorme. Non, mais puis je remets pas ça en doute du tout. Là. Vous n'avez aucun espoir qui recule d'une quelconque manière sur cette loi-là? Je pense qu'il peut pas se le permettre politiquement. Et puis, politiquement, il n'y a rien à perdre. Il n'y a absolument rien à perdre. Ils ont zéro député. Mais moi, je pense qu'ils reviennent en arrière, il faudrait que non seulement ils reviennent en arrière, dire écoutez, non seulement on est allé trop loin, mais là, de faire un meilleur coup pas, de dire faut aller voir les gens sur le terrain pour voir c'est quoi les vraies solutions. Fait que ça veut dire que tout ce qui donne à la population de statistiques puis de comment sa solution unique a des multiplicités de pratiques, c'était de la bullshit. Je veux dire, jamais il va reculer là-dessus. Tu sais, il a essayé de trouver une solution unique pour un système de la santé qui est très complexe au lieu d'écouter les gens de terrain. Fait que même s'il enlève la loi 2... Moi, demain matin, là, moi, je suis quand même encore un peu idéaliste, là. Demain matin, Christian Dubé m'appelle puis me dit, regarde, on va trouver moyen win-win. Parce que je comprends très bien qu'un gouvernement orgueilleux, ça peut pas perdre la face pour améliorer les choses. Actuellement, ils sont bien patchés dans un coin. Puis ça, c'est peut-être ma dimension un peu plus féminine de la chose, là. Mais moi, j'ai pas envie que la CAQ sorte de là en étant humiliée. L'enjeu est trop grand. On parle d'un enjeu de soins pour les patients, d'accès pour les patients. Fait que moi, demain matin, on me tend une perche, puis je sais que ma fédération dit exactement la même chose. Ce qu'on veut, là, c'est l'objectif. OK, bien, faut qu'on se parle, puis il faut qu'on y arrive. On n'y arrivera pas à n'importe quelle condition, mais on a le devoir d'arriver à trouver une voie de passage. Puis la dernière chose qui doit être servie là-dedans, c'est l'ego d'un parti, l'ego d'une fédération, l'ego d'une organisation. Il faut penser à celui qui est en dessous. Puis c'est plate de le dire de même, là, mais à celui qui est à la base de tout ça, là, c'est le patient. Puis de se dire, OK, comment qu'on refait le système autour du patient? Puis moi, comme médecin, honnêtement, je suis prête à en faire beaucoup des affaires parce que mon orgueil de docteur, là, c'est assez peu. Moi, je veux être capable de donner des soins, mais en quelque part, je veux qu'on arrête de penser qu'on peut faire sans ma contribution autour de la table pour organiser les soins des patients. Parce que ceux qui savent, c'est ceux sur le terrain. Exact. Mais après ça, moi, je ne demande pas que la CAQ perde la face ou que moi, je souhaite que la CAQ ait un succès. Mais ce succès-là passe par écouter le terrain, puis actuellement, c'est pas ça qu'ils ont fait. À mon avis, ils l'ont déjà un peu perdu parce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un move aussi pour se faire du capital politique puis être le parti qui va enfin régler le problème de il fait la vis aux médecins sans les écouter puis en imposant François Legault a une vendetta de longue date là-dessus. Là, ça fait 23 ans. Puis il le dit lui-même, ça fait 23 ans que je veux faire ça. Exact, que je veux raiser. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Puis d'abord, si c'était si simple, tu l'aurais fait avant, puis tout le monde l'aurait fait avant. Et pourquoi il n'est pas venu sur le terrain nous poser des questions? Comme je te disais tantôt, j'ai même présenté à la Société de cancérologie organisée, au congrès organisé par le ministère de la Santé sur c'est quoi les solutions, puis qu'est-ce qu'on fait de bon en cancérologie pour améliorer l'accès. Puis à aucun temps,
le ministère est venu nous voir sur le terrain, dire écoute, pour augmenter justement le nombre de patients que tu vois à la clinique, qu'est-ce que ça te prend comme ressources? Fait que moi non plus, je veux pas que la carte sorte de là complètement humiliée, mais en même temps, je suis un peu moins idéaliste que toi dans le sens que ils peuvent enlever. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que cette patate chaude-là va finalement passer, les gens vont arrêter d'en parler, ils vont enlever une couple d'éléments irritatifs, puis ça va rester comme une épée Damoclès, puis dans 5 ans, on va revenir exact au même problème. Mais je pense que l'enjeu de société, puis l'enjeu de santé publique est trop important. Puis je pense que si on pensait au bien commun avant de se regarder le nombril, qu'on soit en politique ou comme docteur, les choses iraient beaucoup mieux. Puis de se dire, OK, ben on va s'asseoir ensemble, puis on va vous dire qu'est-ce qui se fait bien sur le terrain, puis comment améliorer les choses. Mais ça, c'est mon souhait pour les prochaines années. Puis si c'est ça, puis il veut nommer même certains docteurs qui se battent pour l'amélioration de l'accessibilité, pour aller sur le terrain, pour faire un recensement, on va être présent. On va rester dans le système, mais il faut qu'il y ait un dialogue, pas un dialogue de sourds. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue qui s'installe entre les gens sur le terrain puis les instances décisionnelles. Je comprends. Fait que au final, la solution, c'est, de ce que j'entends depuis le début, c'est un travail à la base, une meilleure communication en tous les départements puis en tous les professionnels puis pour une médecine Premièrement, plus, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Ouais. Puis en ce moment, la première chose, c'est qu'ils comprennent pas ce qu'on fait. Non. Ils comprennent pas c'est quoi les enjeux sur le terrain puis tout le travail qu'on fait dans l'ombre pour que le système actuel fonctionne malgré le peu de ressources. Ça, c'est la première chose à faire parce que leurs statistiques qu'ils ont ne représentent pas notre travail sur le terrain. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Une fois que ça, c'est fait, de dire, ben voici, on n'a plus d'argent dans les coffres. Fait qu'il va falloir couper. Ouais. Mais comment est-ce qu'on pourrait vous aider financièrement maintenant pour qu'à long terme, on sauve comme société sur le budget total? Ouais. Puis Ça, ces idées-là, on en a plein. OK. Fait qu'on peut faire plus avec autant d'argent. C'est pas qu'il manque d'argent. Sans aucun doute. Sans aucun doute, Ça parce prend que... Écoute Québec, là. Une espèce d'entité qui va au lieu aller de Santé Québec, Écoute Québec, c'est bon, tous ça? les Mais, centres. tu sais, je pense de sortir un hotline là, pour que tous les médecins au Québec là, écrivent des idées qu'il y avait sur le terrain pour Parce à que long c'est terme ça, sauver de l'argent. chaque médecin Il y en a aurait des solutions, c'est sûr. milliers dans leur milieu, mais c'est pas une solution unique. On va arriver à garder un système de santé publique s'il y a une flexibilité, puis laisser les soignants voir dans leur milieu respectif quelles sont les améliorations dans la fonction, puis dans l'algorithme du patient, puis les traitements du patient, pour qu'à the end of the day, avec ces ressources-là, on peut sauver de l'argent. Mais sans les ressources de base, puis sans se comprendre qu'est-ce qu'on fait exactement, ces solutions-là n'arriveront jamais. Exact. Merci beaucoup. On doit se laisser. Merci. Je pense que. C'est sûr, parce qu'on pourrait continuer. Ouais, je le sens. OK. Ben, écoute, on souhaite que la situation, du moins, s'améliore. Là. Si Mais c'est merci pas se pour le- règle, Merci s'améliore. de Merci t'intéresser beaucoup. à la question. Ben, ça Puis fait pour plaisir. le bien des patients. Ouais. Moi et Pascal, on est passionnés de l'accessibilité aux soins. On est passionnés de notre travail. Puis je pense qu'on Puis on veut a travailler au beaucoup de Québec, on veut servir les Exact. Québécois. Puis mais on veut c'est le pas faire avec facile. C'est pas Non? facile depuis 2-3 semaines parce que, Le moral des troupes en écope. mettons que notre flamme qu'on a depuis des années, là, ça a été pas mal ébranlé. Mais je comprends. Puis tu sais, les deux, on vient de... Les deux, comme disait PH, on a des médecins. Moi-même, mon père est médecin de famille. Puis il aurait probablement pratiqué une couple d'années de plus s'il n'était pas écœuré par le système. Tu sais. Puis il a pris sa retraite à l'âge de 67 ans. Là, tu sais. Mais justement, cette Ça espèce revient de... à Pascal Hugo, ce qu'il disait, tu sais, pourquoi ils s'en vont maintenant? Tu sais, ton père, s'il y avait la loi 2 maintenant, probablement ça qu'il l'aurait dirait, achevé, c'est comme le oui. gars qui a fait déborder le vase. Ouais. Tu sais, puis en orthopédie, juste pour finir ça, là, on a envoyé un sondage avec l'Association des orthopédies du Québec pour dire, avec la loi 2, qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Puis je vous le dis, les chiffres en orthopédie font peur. Il y a 30 % des orthopédistes au Québec qui ont en haut de 60 ans et qui nous ont garanti que l'année prochaine, ils prendraient leur retraite anticipée. Fait que ça veut dire qu'à un claquement de doigts, on perd 30 % de notre personnel qui va opérer les patients. Fait que quand Christian Dubé dit que sa réforme va augmenter l'accessibilité, je vous le dis, ça va devenir un enjeu de société. Mais ça aussi, tu sais, puis là, j'ouvre une autre parenthèse, puis il faut finir, mais tu sais, juste le fait que ta blonde doivent peut-être aller travailler aux États-Unis quand elle est formée ici parce qu'elle ne trouve pas de poste ici. C'est un drame national. C'est un Un non-sens. drame national, on a Puis des tout le monde joyaux. aussi a payé pour ces études-là. Oui, tu sais, tout puis- comme ils ont payé pour les études de tout le monde. Là. Tu sais, tous nos grands fleurs.
chaque jeune qu'on forme dans notre système devrait ailleurs, pouvoir, qui c'est pas s'en bon. va ailleurs parce qu'on n'est pas Puis pas parce capable qu'ils de veulent aller l'accueillir. ailleurs, Exact. Parce qu'ils qu'on n'ont n'est pas pas le choix. capable de Absolument. l'accueillir. C'est un drame national parce qu'on investit dans ces gens-là qui vont après enseigner, qui vont communiquer, qui vont soigner du monde. Exact. On ne peut pas se permettre d'en perdre un seul. En médecine familiale, il en manque 1500, 2000. On ne peut pas se permettre d'en perdre un. Puis nous aussi, c'est Fait que 30 de médecins en haut de 60 ans, 25 de médecins en haut de 60 ans. On ne peut pas se permettre, alors qu'il en manque déjà, d'en perdre un seul. Fait C'est que, un tu sais, drame national. Ta blonde, si le gouvernement l'appelait un an avant son retour, puis là, qui disait, écoute, quel genre de pratique tu vas avoir, comment tu peux améliorer le système, quels De sont quoi tes t'as points besoin. forts, de quoi tu as besoin, puis de s'assurer que quand elle revient, Tout le est là. terrain est prêt pour qu'elle fournisse des soins instantanément à la population. Ben ça Ben, serait wow. merveilleux, mais en ce Puis elle moment, reviendrait. elle court pour un poste. Ah, la puis non première chose seulement- qu'elle veut, c'est revenir au Québec. puis là. non seulement, quand elle va arriver au Québec, il va falloir qu'elle se batte pour avoir des ressources pour bien traiter ses patients au maximum de ses capacités. Et ça en revient à ce que Dr Voisard disait à À tout le l'émission, monde de en parle. dire, elle a demandé des instruments pour bien traiter. Fait que si on n'est pas capable d'accueillir les gens qui ont des hyper-expertises puis en faire profiter les soins au Québec, je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir un exode de médecins qui veulent revenir au Québec, mais qu'on n'est pas capable d'organiser pour qu'ils donnent les soins appropriés. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci.